Vous traversez une galerie interminable de miroirs, de dorures et de couloirs parfumés. Chaque pas résonne sur un sol glacé de marbre. La lumière ne vient pas du ciel, elle vient du roi. Ici, à Versailles, Louis XIV est plus qu'un monarque, c'est un soleil. Et vous, comme des milliers d'hommes et de femmes, vous tournez autour de lui, espérant un regard, un sourire, ou simplement un geste qui pourrait changer votre vie. Versailles n'est pas seulement un palais, c'est une prison dorée, un théâtre où chacun joue sa survie. On s'y ruine pour paraître, on s'y bat en silence, on y espionne ses amis, on y hait ses voisins. Les courtisans n'ont plus de terre, plus d'argent, plus d'orgueil, seulement l'obsession d'être vus. À la cour, manquer un dîner, mal saluer ou porter une couleur interdite peut vous briser pour toujours. Et pourtant, on supplie d'y entrer. Parce qu'ici, tout est pouvoir. Le lever du roi, un regard, un mot, une main posée sur une épaule, peuvent faire d'un inconnu un seigneur ou d'un noble un mendiant. Et pendant que Versailles étincelle, dehors la France souffre. Famine, guerre, impôts écrasants. Le soleil brille pour quelques-uns, pendant que des millions s'éteignent dans l'ombre. Bienvenue à Versailles. Bienvenue dans La vie à la cour de Louis XIV. Là où les parfums cachent la pourriture, où la gloire côtoie la mort et où chaque sourire peut être une arme. Bienvenue sur Histoire cocasse, là où l'histoire devient vivante. Si ce voyage vous plaît, pensez à vous abonner, à activer la cloche et à laisser un j'aime et un commentaire. Cela aide énormément la chaîne. Mais revenons-en à Versailles. Vous êtes né noble. Cela aurait dû faire de vous un homme libre. Mais à Versailles, la liberté n'existe plus. Elle a été engloutie par les miroirs du roi Soleil. Votre vie, vos pas, vos pensées, tout appartient à un seul homme, Louis XIV. Dès votre enfance, on vous a appris à servir. À l'aube, un valet vous habille selon les codes de la cour. La dentelle doit tomber avec précision, le nœud de ruban être discret, mais parfait. Vous apprenez à saluer sans trop plier le dos, à sourire sans montrer les dents, à parler sans jamais dire ce que vous pensez. Car à Versailles, un mot de travers peut être une condamnation silencieuse. La cour n'est pas un lieu, c'est une jungle de velours et d'or. Dans les couloirs, on ne marche pas, on défile. Dans les salons, chaque regard est un duel. Le roi a compris que pour régner, il fallait enfermer la noblesse dans une cage brillante. Il a donc bâti Versailles, une forteresse de prestige, une prison dorée où l'on s'enchaîne de son plein gré. Le matin, le château s'éveille au rythme du roi. Les couloirs s'emplissent d'un murmure fébrile. Le roi se lève. Aussitôt, des dizaines de courtisans se pressent vers la chambre royale, espérant être aperçus, choisis, bénis d'un regard. Certains ont attendu toute la nuit pour être là au bon moment. D'autres paient, supplient ou trahissent pour obtenir une place dans ce théâtre quotidien. Le lever du roi, spectacle politique par excellence. Vous découvrez vite que tout, à Versailles, repose sur le regard royal. Être vu, c'est exister. Être ignoré, c'est mourir socialement. Un mot du roi peut vous offrir un gouvernement ou vous condamner à la ruine. Les courtisans le savent. Mieux vaut une humiliation publique qu'un oubli poli. Alors chacun joue, chacun ment, chacun s'incline plus bas que son voisin. Dans la galerie des glaces, vous avancez parmi les rires, les parfums et les fanfares. Mais derrière ces miroirs étincelants se cachant la peur et la fatigue. Les visages poudrés suintent sous la chaleur. Les corsets étouffent, les perruques démangent. L'éclat n'est qu'un vernis. Les nobles sont endettés, affamés, prisonniers d'une étiquette qu'ils ne comprennent plus. Chaque matin, on dîne sous l'œil du roi, on rit de ses plaisanteries, on admire ses gestes. Chaque soir, on s'endort en répétant ses louanges. Et si, par malheur, vous tombez malade, il faut encore sourire. Un visage triste est un affront au soleil. Même les médecins, souvent plus dangereux que la maladie, obéissent à la mise en scène. Ils saignent, purgent, parfumant la douleur pour ne pas ternir la gloire du monarque. Pourtant, il y a dans tout cela une fascination profonde. Vous le sentez, Louis XIV n'est pas seulement un homme. C'est une idée, une force, une lumière qui consume tout. Le voir passer, c'est éprouver la puissance d'un Dieu vivant. Lui parler, c'est effleurer l'éternité. Et malgré la peur, malgré la servitude, vous rêvez de cette reconnaissance. Être remarqué, fût-ce une seconde, c'est exister pleinement. Dans les jardins, l'ordre règne comme dans les cœurs. Les arbres sont taillés à la même hauteur, les allées tracées d'une géométrie divine. La nature elle-même obéit au roi. Vous marchez sous les bassins, les statues et les fontaines, comprenant que Versailles n'est pas seulement un palais, c'est une déclaration.
Tout ce que vous voyez dit la même chose. Le monde est à lui. Et plus vous avancez, plus vous sentez la mécanique du pouvoir se refermer. Derrière les dorures, une logique d'acier. Le roi a domestiqué la noblesse. En l'attirant à Versailles, il l'a privée de ses terres, de ses hommes, de ses armes. Désormais, l'aristocratie ne vit plus que pour plaire. Chaque faveur reçue est un lien de plus dans la chaîne. Un soir, alors que le soleil se couche sur les miroirs du palais, vous contemplez cette lumière rouge sang et comprenez. Versailles est un piège sublime. Vous êtes à la fois spectateur et prisonnier, témoin et victime d'un système parfait. Vous sentez que votre destin ne vous appartient plus. Le roi soleil brille et dans sa lumière, tout le reste s'efface. Vous découvrez vite qu'à Versailles, il n'existe qu'une seule manière de respirer, au rythme du roi. Vous n'êtes pas libre de votre temps, ni de vos envies. La cour a sa propre horloge, et chaque rouage tourne autour du soleil. Le matin, vous espérez être aperçu. Le soir, vous espérez ne pas être oublié. Ce n'est pas une vie, c'est une attente permanente, une tension qui ne se relâche jamais. Vous apprenez à jouer un rôle. À Versailles, la sincérité est dangereuse. Un sourire trop franc, un regard trop long, un silence mal placé, tout peut être interprété comme un affront. On se méfie des mots, mais on se méfie encore plus des silences. Alors, vous apprenez l'art subtil des compliments qui n'en sont pas, des critiques déguisées, des saluts calculés au millimètre. On vous a enseigné l'escrime, mais la véritable arme, ici, c'est la langue. Chaque jour, la cour met en scène le même rituel. Le lever, la messe, le conseil, la promenade, le coucher. Mais derrière ce calendrier immuable se joue une bataille invisible. Les courtisans s'observent, s'espionnent, se testent. Un geste du roi peut changer un destin. Une absence peut condamner une famille entière. Alors chacun joue, chacun feint, chacun surveille. Les femmes sourient avec grâce, les hommes murmurent avec élégance, et tous cachent leurs dents sous des grimaces polies. Un matin, vous assistez au grand lever. La chambre royale se remplit comme un théâtre avant la première scène. Les plus puissants se placent près du lit, les moins favorisés s'entassent au fond. Lorsqu'enfin, Louis XIV se redresse, un murmure se diffuse comme une onde sacrée. Il ne parle pas encore, mais son silence parle pour lui. La France vit parce qu'il respire. Et vous, comme les autres, vous baissez les yeux. Être témoin de ce moment est un privilège. Y assister régulièrement est une bénédiction. Mais la bénédiction a un prix. À Versailles, on dépense plus qu'on ne possède. Les courtisans vendent leurs terres, hypothèquent leur avenir, engloutissent leurs richesses dans des vêtements, des bijoux, des banquets. Une dentelle vaut un cheval, une perruque vaut un domaine. Vous ne le savez pas encore, mais un jour viendra où vous serez endetté jusqu'au cou, uniquement pour continuer d'exister aux yeux du roi. Et si la ruine financière ne vous frappe pas, la ruine morale, elle, est déjà en marche. Pour obtenir une faveur, un mot, une charge, vous devez flatter, offrir, promettre. Vous devez faire semblant d'aimer ceux que vous détestez, saluer ceux qui vous méprisent, rire avec ceux qui rêvent de votre chute. À Versailles, on ne tue pas avec des épées, on tue avec des sourires. Les couloirs sentent la cire chaude, les parfums trop sucrés, l'air étouffant de centaines de corps corsetés. Les murs sont somptueux, mais derrière chaque tenture, la misère humaine se cache. Vous croisez des nobles ruinés, qui continuent malgré tout à porter des vêtements brodés d'or. Vous croisez des femmes pâles, corsetées jusqu'à étouffer, leur peau couverte de céruse et de poudre pour masquer la maladie. Vous croisez des vieillards qui se teignent les cheveux et les moustaches pour plaire encore au roi. Versailles est beau, mais Versailles est cruel. Au milieu de tout cela, le roi observe. Il ne crie jamais, ne punit presque jamais lui-même. Il préfère un sourire méprisant, un silence calculé. Il suffit qu'il tourne la tête pour que votre carrière meure. Il suffit d'un froncement de sourcils pour que vous soyez exclu de la prochaine chasse, du prochain bal, du prochain repas. Et cette exclusion, invisible mais publique, vaut 1000 condamnations. Alors vous apprenez la plus grande règle, ne jamais faire d'ombre au roi. S'il chasse, vous applaudissez sa précision. S'il danse, vous le regardez avec admiration. S'il gagne, vous vous réjouissez. S'il perd, vous vous taisez. Il n'y a qu'un soleil à Versailles. Toute lumière qui ne vient pas de lui est une offense. Un soir, lors d'un grand bal, vous assistez à la chute d'un homme puissant. Il arrive habillé d'un manteau trop flamboyant, trop riche. Sa perruque est plus haute que celle du roi, sa dentelle plus fine, ses chaussures plus ornées. Le silence se fait autour de lui. Le roi le regarde, 1 seconde, 2 secondes, puis détourne les yeux, sans un mot. 2 jours plus tard,
Tout le monde l'ignore. Une semaine plus tard, il quitte Versailles. On ne le reverra jamais. On dit qu'il est mort de chagrin. D'autres disent qu'il a tout perdu au jeu. La vérité n'a pas d'importance. À Versailles, une seule règle prime. Celui que le roi oublie cesse d'exister. Et vous comprenez que vous devez choisir, fuir ou jouer. Fuir signifierait renoncer à votre nom, à votre avenir, à votre réputation. Alors vous jouez, vous apprenez à offrir des cadeaux, à soudoyer des valets, à écouter les rumeurs sans jamais les répéter. Vous observez les ministres, les maîtresses, les favoris. Vous devinez leurs alliances secrètes, leurs trahisons, leurs ambitions. Vous entrez dans la danse, prudemment, silencieusement, mais sûrement. Désormais, la cour n'est plus un décor, c'est un organisme vivant, qui respire, qui juge, qui dévore. Et vous sentez que vous en faites partie. Votre cœur bat trop vite, vos nuits sont trop courtes, vos pensées trop lourdes. Mais vous continuez, parce qu'à Versailles, mieux vaut souffrir que disparaître. Et au fond, une idée grandit. Peut-être qu'un jour, vous aussi, le roi vous regardera. Peut-être qu'un jour, vous serez plus qu'un figurant. Peut-être qu'un jour, vous brillerez un instant sous la lumière du soleil. Et vous voici prêt à tout pour cela. Vous pensiez connaître la contrainte, mais Versailles vous révèle un autre monde. Un univers où la liberté ne se mesure pas en chaînes de fer, mais en regards, en règles invisibles et en humiliation polie. Ici, rien n'appartient au hasard. Chaque geste doit être pensé, poli, contrôlé. Vous respirez, mais vous ne vivez plus. Vous marchez, mais jamais comme vous voulez. Vous parlez, mais seulement si l'on vous y autorise. À Versailles, le silence est parfois plus lourd que la parole. Vous découvrez d'abord cette loi fondamentale. Le roi n'a pas seulement construit un palais, il a construit un théâtre. Et vous, comme tous les nobles, vous êtes condamnés à jouer. Dès l'aube, votre corps cesse de vous appartenir. Les vêtements que vous portez ont été choisis selon un code strict. Couleurs autorisées, rubans ajustés, perruques poudrées, dentelles impeccables. Vous apprenez qu'il est plus grave d'avoir un bas mal arrangé que de perdre une bataille. Mieux vaut mourir que de donner l'impression d'être négligé. Le simple fait de marcher devient un cérémonial. À Versailles, on ne se déplace pas. On glisse, on flotte, on s'incline. Les couloirs sont des couloirs de parade, où chaque pas est observé, analysé, comparé. Vous ne pouvez pas accélérer, vous ne pouvez pas ralentir. Vous avancez avec la grâce d'un danseur et la retenue d'un condamné. On vous juge sur votre manière de saluer, de baisser la tête, de sourire, de vous courber. Un geste trop rapide, vous êtes un rustre. Un geste trop lent, vous êtes ridicule. Un regard de travers, vous êtes fichu. Vous apprenez que l'étiquette n'est pas qu'une règle. C'est une arme, une torture douce mais implacable. À Versailles, personne ne risque la guillotine, mais tout le monde risque l'effacement. Mourir est moins terrible que disparaître aux yeux du roi, car ici exister, c'est être vu. Être vu, c'est être remarqué. Être remarqué, c'est espérer un avantage, un poste, un titre, une pension, un sourire du monarque. Alors tout le monde se bat pour briller. Tout le monde vise la lumière. Tout le monde accepte l'humiliation quotidienne, avec le sourire figé de ceux qui ont perdu leur âme. Très vite, vous réalisez que votre corps est prisonnier. Les chaussures vous écrasent les pieds. Les bas serrent vos jambes. Les corsets empêchent les respirations profondes. Vous avez chaud, terriblement chaud, car Versailles étouffe. Les murs sont épais, les fenêtres fermées, les parfums étourdissants. Le monde entier pue la sueur, les fleurs, le musc et la poudre. Mais personne ne doit le montrer. Vous sentez que votre peau brûle, que vos muscles crient, mais votre visage doit rester impassible. Le moindre signe de fatigue est un aveu de faiblesse. Et pendant que vous souffrez, d'autres vous regardent. Chaque sourire est un piège, chaque compliment une menace, car l'échec d'un courtisan est la promotion d'un autre. Celui qui trébuche, celui qui transpire, celui qui perd patience, se condamne. Vous comprenez que l'étiquette n'est pas une règle, mais un filet. Un piège où les nobles s'étranglent eux-mêmes à force de vouloir plaire, à force de vouloir être parfait, à force de vouloir survivre. Le soir, vous n'êtes pas libre. Vous êtes en attente. Vous devez être prêt à apparaître dans une antichambre, un salon, un couloir, si jamais le roi décide de passer. C'est cela, la grandeur de Versailles, la possibilité, infime, d'être au bon endroit, au bon moment, pour être vu. Certains nobles passent des heures debout, immobiles, le dos droit, les yeux ouverts, la perruque lourde, le cou bloqué, juste pour exister. Vous commencez à comprendre la vérité.
Le roi ne tient pas ses nobles par la force. Il les tient par le besoin d'être regardé. Et dans ce monde figé, votre corps devient un masque. Vous apprenez à avaler la fatigue, à étouffer le soupir, à sourire même quand vos entrailles se tordent. Vous comprenez pourquoi tant de courtisans tombent malades de stress, d'angoisse, de jalousie. Vous comprenez pourquoi tant de visages semblent figés, pourquoi tant de regards sont morts. L'étiquette ne forme pas des hommes, elle les brise. Et pourtant, vous continuez. Car derrière cette prison brillante, il y a une raison. Plaire au roi, vivre sous sa lumière, ne pas disparaître. Vous n'avez encore rien vu. À Versailles, l'humiliation est une science, une mécanique fine, calculée, froide. Vous découvrez qu'on peut briser un homme sans lever la main, sans prononcer une insulte, sans le toucher. Ici, on écrase avec un sourire, on tue socialement avec une révérence mal faite, on condamne par un silence. Tout commence lorsqu'on vous fait comprendre votre place. Vous êtes peut-être noble, peut-être riche, peut-être issu d'une grande famille. Cela n'a aucune importance. À Versailles, une seule hiérarchie existe, celle définie par la proximité du roi. L'homme le plus puissant n'est pas celui qui possède des terres, des armées, des titres. C'est celui qui a le privilège de tenir le bougeoir pendant que le roi se couche. Celui qui peut lui présenter sa chemise. Celui qui a le droit de lui tendre un verre. Un simple geste devient une couronne invisible. Et ceux qui n'en bénéficient pas apprennent à se taire. Vous réalisez alors ce que signifie être un courtisan. Attendre. Attendre qu'il passe. Attendre qu'il regarde. Attendre qu'il remarque. Vous passez des heures immobiles dans des salles immenses, glaciales l'hiver, étouffantes l'été. Vos jambes tremblent, votre dos brûle. Mais vous ne bougez pas, car celui qui est vu peut vivre, et celui qui reste invisible disparaît. Dans cet univers, l'humiliation n'est jamais directe. Elle est polie, raffinée, élégante. On ne vous dit pas que vous n'êtes personne, on vous ignore. On ne vous dit pas que vous n'êtes pas digne. On vous fait attendre derrière ceux qui le sont. On ne vous crie pas au visage. On vous laisse seul, debout, pendant que les favoris passent devant vous sans même vous regarder. Un jour, vous vous avancez trop près du roi. Vous ne le touchez pas. Vous ne lui parlez pas. Vous ne faites rien, mais votre empressement est déjà une faute. Un sourire discret, un regard échangé entre deux courtisans, et votre place est compromise. On chuchote votre nom. On rit à demi-voix. Et bientôt, vous apprenez que vous avez été déplacé au fond de la salle lors du prochain lever. Une disgrâce silencieuse mais implacable. À Versailles, une sanction n'a pas besoin d'être annoncée. Elle se voit. Vous remarquez aussi comment le roi observe tout. Louis XIV ne hurle pas, ne frappe pas, ne menace pas. Il regarde. Et ce regard suffit. Un froncement de sourcils peut ruiner une carrière. Une indifférence peut détruire une famille entière. Le roi Soleil illumine, mais il brûle ceux qui s'approchent mal. Vous vivez à la fois fasciné et terrifié par un homme qui n'a pas besoin d'épée pour vaincre. Il lui suffit d'être au centre. C'est alors que l'étiquette révèle son vrai but. Elle n'est pas une simple règle de politesse. Elle est un filet de soie. Chacun s'y prend, chacun s'y emmêle. Les nobles les plus arrogants, les guerriers les plus fiers, les intellectuels les plus brillants deviennent ici des pantins qui se battent pour un regard. Personne n'ose désobéir, car désobéir signifie l'exil. Et l'exil est pire que la mort. Mourir, c'est être pleuré. Disparaître, c'est être oublié. Vous comprenez pourquoi Versailles sent la poudre, la sueur, la jalousie. On dit que le château est un bijou, un miracle architectural, un paradis de fêtes et de musique. Mais sous le vernis, vous sentez la peur. Le palais entier vibre de frustration, d'attente, de complot silencieux. Les sourires sont trop parfaits, les gestes trop lents, les voix trop douces. Tout sonne faux. Tout est calculé. Les femmes, elles aussi, sont prisonnières. Elles passent des heures à se maquiller, se coiffer, se parfumer pour paraître naturelles. Elles étouffent sous les corsets, sous les tissus brodés, sous les bijoux. Leur beauté est une armure. Elles vivent dans la crainte qu'un faux pas ruine leur réputation. L'apparence est leur seule arme et leur plus lourd fardeau. Certaines s'évanouissent de chaleur, d'autres se blessent à force de serrer leur taille. Mais elles continuent. On doit rester parfaite jusqu'à l'effondrement. Et puis, il y a la pire des humiliations, ne pas être invité. Versailles adore les fêtes, les bals, les repas, les spectacles, les chasses. Mais l'exclusion est un glaive silencieux. Si votre nom n'est pas sur la liste, vous n'êtes rien. Vous restez dans votre chambre, seul, tandis que la musique résonne à travers les murs. Le lendemain, personne ne vous demande pourquoi vous n'étiez pas là. Parce que tout le monde sait. On ne vous a pas oublié.
On vous a effacé. Vous sentez votre cœur se serrer chaque fois que vous entendez les rires depuis la galerie des glaces. Vous sentez votre estomac se nouer chaque fois que vous croisez un courtisan qui, lui, a été invité. Vous sentez la colère monter, mais vous devez sourire. Toujours. Le rire silencieux des autres est pire qu'une insulte. À Versailles, l'humiliation n'est pas un accident. C'est une méthode de gouvernement. Et pourtant, personne ne part. Personne ne renonce. Car dans cette prison dorée, une seule récompense existe. Mais elle vaut tous les sacrifices. L'instant où le roi vous regarde. L'instant où vous cessez d'être invisible. L'instant où, peut-être, vous obtenez votre place dans la lumière. Dans l'ombre de ces murs splendides, vous comprenez enfin. Versailles est la preuve que l'on peut briser des milliers de nobles sans verser une seule goutte de sang. Ici, le roi n'a pas besoin d'épée. Les courtisans s'enterrent eux-mêmes sous la soie, la vanité, la peur et le silence. Vous pensiez qu'être noble signifiait honneur, liberté et respect. À Versailles, vous découvrez une vérité plus brutale. La noblesse n'est plus une classe dominante. Elle est devenue un décor vivant, une tapisserie de chair et de soie, destinée à flatter le roi, divertir le roi, s'effacer devant le roi. Ici, vous n'êtes pas un guerrier, ni un seigneur, mais une pièce de mobilier animée que l'on replace où cela arrange sa majesté. Dès l'aube, vous comprenez que tout est hiérarchie, tout est apparition, tout est spectacle. Vous n'avez pas le droit d'être libre, pas le droit d'être ordinaire. Vous devez être vu, remarqué à tout prix. Vous devez briller, même si vous êtes ruiné. Vous devez sourire, même si l'humiliation vous brûle. Vous devez être parfait, même si l'on vous traite pire qu'un domestique. Le paradoxe est cruel. Pour conserver votre rang, vous devez renoncer à votre dignité. Vous êtes né noble, mais la cour vous transforme en serviteur. Vous passez votre journée à attendre un regard, un mot, une faveur. À Versailles, une simple permission de tendre la main au roi vaut plus que des hectares de terre. Une chaise placée à proximité du souverain peut sauver une carrière. Un silence du roi peut détruire une famille entière. Vous découvrez les tâches que l'on ne raconte jamais dans les livres. Un duc tient la cuvette où le roi se rince les mains. Un prince de sang porte votre manteau si le roi l'ordonne. Certains nobles se battent pour avoir l'honneur de tendre la chemise royale. D'autres prient en secret pour être choisis pour tenir le pot de chambre du monarque. Car toucher à l'intimité de Louis XIV offre une visibilité politique immense. Vous apprenez vite que rien n'est trop bas, rien n'est trop ridicule. À Versailles, l'humiliation est une monnaie. Plus vous rampez, plus vous existez. Les couloirs du château murmurent les mêmes phrases. Mieux vaut être utile qu'honorable. Mieux vaut obéir que penser. Ici, l'orgueil tue, l'indépendance tue, le silence tue. Pour survivre, vous devez parler, flatter, briller, et ne jamais montrer que vous souffrez. Chaque sourire est un masque, chaque révérence est un mensonge, chaque phrase est un piège. Vous réalisez aussi que Versailles est un cimetière d'héritage. Les grandes familles, autrefois puissantes, s'effondrent sous le poids des dettes. Les nobles vendent leurs terres, leurs maisons, leurs bijoux, simplement pour s'acheter des vêtements dignes de la cour. Une robe mal coupée, une dentelle trop simple, un parfum sans rareté, et vous devenez invisible. Or, l'invisibilité est pire que la mort. Elle fait de vous un fantôme vivant. Votre journée entière se résume à espérer être vu. Certains nobles patientent 6 heures debout, simplement pour croiser le regard du roi pendant 3 secondes. 3 secondes peuvent débloquer un mariage, un poste, une rente, une promotion. 3 secondes peuvent aussi faire basculer un rival dans l'oubli. La cour est une arène sans armes, un champ de bataille sans épée, où la seule violence permise est sociale. Vous sentez que Versailles ressemble à une cage dorée. Plus vous avancez dans cette mascarade, plus vous perdez ce que vous étiez. Vous étiez un homme libre, un seigneur, un combattant. Vous devenez un acteur forcé, condamné à jouer un rôle que le roi écrit pour vous. À Versailles, on ne vit pas, on se montre, on ne parle pas, on joue, on ne respire pas, on attend. Et chaque jour, dans les couloirs dorés, un murmure glacial vous suit comme une ombre. Si le roi vous oublie, vous cessez d'exister. À Versailles, vous découvrez que le luxe n'est qu'un leurre. Derrière le marbre, c'est la misère qui règne. Les courtisans ne se nourrissent pas de nourriture, mais d'illusions. Vous voyez des comtes ruinés jusqu'à la moelle, portant des habits qu'ils ne peuvent pas payer, commandant des domestiques qu'ils ne peuvent plus entretenir, offrant des cadeaux qu'ils empruntent chez des usuriers. Ici, tout le monde saigne en silence pour continuer de briller sous les ors du roi Soleil.
Vous commencez à comprendre que la cour n'est pas seulement une prison. C'est une arène où les épées sont remplacées par les mots, où les flèches sont remplacées par les rumeurs. Rien n'est plus dangereux qu'une conversation chuchotée derrière un éventail. Rien n'est plus mortel qu'un regard trop long posé sur la mauvaise personne. Vous apprenez à parler sans dire, à sourire sans penser, à féliciter ceux que vous détestez, à applaudir ceux qui veulent votre chute. Chaque jour, vous observez les intrigues. Les courtisans ne vivent pas, ils conspirent. Ils espionnent, écoutent aux portes, payent des serviteurs pour connaître les amants de leurs ennemis, les dettes, les maladies, les défauts. Une information vaut plus cher qu'un diamant. Elle peut anéantir un rival et ouvrir la route au pouvoir. À Versailles, un secret est une arme. Un murmure peut ruiner une réputation vieille de 100 ans. Vous voyez des familles se déchirer pour un sourire du roi, des cousins qui se trahissent pour un titre, des frères qui se haïssent pour une pension. Vous devenez témoin de choses que vous n'auriez jamais imaginées. Des lettres anonymes, des accusations inventées, des rumeurs fabriquées au petit matin et devenues vérité à la tombée de la nuit. Ici, la calomnie est une science, la jalousie un sport, l'hypocrisie une religion. Même la charité est un piège. Offrir un cadeau, inviter à un dîner, offrir un logement, tout est calcul. Personne ne donne pour aider, chacun donne pour être vu. Versailles transforme les âmes en miroirs de vanité. Plus un homme sourit, plus il cache un couteau. Vous sentez votre esprit se déformer. Vous aussi, vous apprenez à mentir, à feindre l'admiration, à faire semblant d'aimer ceux que vous méprisez. Vous réalisez que c'est la seule façon de survivre. À Versailles, être honnête, c'est mourir pauvre. Être sincère, c'est disparaître. Les couloirs du château sont pleins de fantômes vivants, des nobles qui ont tout perdu, ruinés pour avoir voulu exister. Certains meurent en secret, d'autres s'enfoncent dans la folie. Une robe trop chère, un banquet trop somptueux, un pari trop audacieux, et une lignée entière s'effondre. Vous avez vu des duchesses vendre leurs bijoux pour acheter un parfum rare. Des marquis hypothéquaient leur château pour payer un musicien qui impressionnera le roi. Versailles se nourrit de ceux qui veulent plaire. Le pire est la dépendance. Chaque faveur reçue du roi est une chaîne supplémentaire. Chaque privilège est un piège doré. Aujourd'hui, vous obtenez l'autorisation d'assister à un repas officiel. Demain, vous serez obligé de remercier 1000 fois, d'offrir des cadeaux, d'humilier un rival pour conserver votre place. On donne pour mieux reprendre. Et plus le temps passe, plus vous découvrez la vérité la plus sombre. Dans ce monde étincelant, personne n'aime personne. Chacun joue, chacun guette, chacun attend la chute des autres. Un rire trop fort, un mot de travers, une maladresse devant la reine, et vous êtes rayé de la carte. Effacé, oublié, rayé comme un nom sur un parchemin mouillé. Un soir après un bal, vous vous regardez dans un miroir. Vous ne voyez plus l'homme que vous étiez un noble. Vous êtes devenu un serviteur sans chaîne, un prisonnier sans mur, un acteur qui ne peut quitter la scène sans mourir socialement. Et soudain, la vérité vous frappe. Versailles n'est pas un palais, mais une machine à broyer. La lumière aveuglante du roi brûle tout ce qu'elle touche. Le jour n'est même pas encore levé, et déjà Versailles respire comme un monstre qui se réveille. Les couloirs sont froids, les torches fument, et vous marchez à demi endormi, mais votre cœur bat comme s'il allait sortir de votre poitrine. Ce matin, vous assistez au lever du roi. Vous n'êtes pas invité par privilège, mais par nécessité. Être vu là, c'est exister. Vous traversez la galerie des glaces. Le marbre renvoie vos pas. Les miroirs reflètent votre crainte. Personne ne parle. Tout le monde se prépare à être parfait. La moindre faute d'étiquette peut faire basculer une vie. Vous sentez la sueur froide dans votre dos. Devant la chambre du roi, l'élite de l'élite attend. Les plus grands noms du royaume, alignés comme des soldats, mais tous tremblent intérieurement. Les plus puissants deviennent des écoliers nerveux. Un duc peut être puni comme un enfant si le roi trouve qu'il a mal salué. Un prince peut être humilié s'il se trompe de place. À Versailles, le pouvoir n'est pas donné. Il est offert goutte par goutte, humiliation par humiliation. L'heure arrive. Un officier ouvre doucement la porte. Le roi est encore dans son lit. Louis XIV apparaît comme un soleil naissant. Vous devez garder les yeux baissés, mais vous sentez son influence traverser la pièce. Le monarque ne se lève pas simplement, il se laisse lever. Tout est symbole, tout est ce message. Repousser la couverture est un acte politique. Des nobles viennent lui tendre sa perruque, ses bas, sa chemise. Chaque geste est codifié.
Personne ne doit toucher ce qu'il ne doit pas toucher. Le moindre tissu a un protocole. Celui qui tend une manche doit avoir un titre précis. Celui qui apporte un soulier doit appartenir à une famille donnée. Si quelqu'un outrepasse, il est perdu. Et vous, perdu dans la foule, vous attendez que quelqu'un vous voie, que quelqu'un reconnaisse votre nom, que votre existence ne disparaisse pas comme une goutte dans l'océan de dorure. Ici, respirer est un privilège. Vous observez les visages. Certains sourient trop fort. D'autres essaient d'être invisibles. Vous comprenez que personne n'est à l'aise. Même les favoris ont peur. La proximité du roi est un feu. Elle éclaire, mais elle brûle. Un mot mal placé, un geste de trop. Et l'on est banni, envoyé loin, oublié. Le roi s'assoit. Les médecins approchent. Ils observent son corps, ses gestes, sa santé. Tout ce qui concerne Louis XIV doit être visible. Sa grandeur est la santé du royaume. Il se coiffe, se parfume, s'habille. On l'admire, on imite ses goûts. S'il aime un tissu, les nobles courront l'acheter. S'il modifie la couleur d'une veste, toute la cour changera sa garde-robe dans la semaine. Vous réalisez que le roi ne gouverne pas seulement par des lois. Il gouverne par l'apparence. À un moment, vous sentez des regards dans votre direction. Vous ne savez pas si c'est bon ou mauvais. À Versailles, être ignoré est mourir. Mais être remarqué est risqué. Une dame vous dévisage, un marquis vous jauge. Allez-vous devenir un pion dans un jeu qui vous dépasse? Le roi dit quelques mots. Vous ne comprenez pas tout, mais un rire discret éclate. Ceux qui n'ont pas compris rient après, trop tard, trop fort. Vous sentez la gêne glisser comme une lame. Puis vient le moment clé. Le roi vous voit. Peut-être une seconde, peut-être une demi-seconde. Mais dans cette demi-seconde, toute votre existence se résume. Vous n'osez pas lever les yeux, mais vous sentez son regard passer sur vous. À Versailles, être vu par Louis XIV est une bénédiction ou une condamnation. On termine de l'habiller. Les musiciens entrent, les courtisans s'inclinent. Vous faites de même. L'air est épais, presque irrespirable. Vous sentez que vous n'êtes pas un homme. Vous êtes un figurant dans une pièce éternelle. Puis, le roi se lève. Non pas comme un humain, mais comme un astre. Il ne sort pas d'une chambre. Il apparaît au monde. Son premier pas déclenche une cascade de révérences. Les nobles se plient comme des roseaux devant le vent. Vous aussi. Lorsque le cortège sort, vous sentez vos genoux trembler. Vous n'avez rien dit, rien fait, rien gagné. Mais vous avez survécu. Et à Versailles, survivre est déjà un privilège. Vous comprenez maintenant, le lever n'est pas un rituel quotidien. C'est un message politique. Le roi montre chaque matin qu'il est le centre de l'univers, que tout existe par lui, autour de lui et pour lui. Et vous, vous n'êtes qu'une poussière dans sa lumière. Vous pensez que tout est terminé, que le roi, désormais habillé, va simplement sortir de sa chambre et laisser les courtisans reprendre leur souffle. Mais non. À Versailles, rien n'est simple. Le lever ne s'arrête pas avec l'habit. Il se poursuit dans les couloirs, dans les salons, dans chaque pièce où le roi traverse l'espace comme une comète que l'on doit suivre sans trébucher. Lorsque Louis XIV avance, la foule se sépare. Certains sont autorisés à le suivre. D'autres doivent rester en arrière, condamnés au silence. Vous avancez prudemment, cherchant votre place. Mais à Versailles, une place ne se demande pas. Elle s'arrache, elle se conquiert, elle se mérite. Les favoris marchent près du roi. Vous sentez la jalousie, l'avidité, la rivalité brûler derrière chaque sourire. Chacun cache ses ambitions derrière des manières impeccables. Personne n'est sincère. Chacun tue l'autre avec une révérence, une flatterie, un compliment empoisonné. Le roi traverse la salle du conseil. Là encore, l'ordre est calculé. Les ministres, les généraux, les diplomates, tous se penchent comme des serviteurs, même si ce sont des hommes puissants. À Versailles, tout le monde se courbe. Seul le roi reste debout. Vous remarquez alors un noble qui n'était pas présent au lever. Son absence n'est pas anodine. 2 courtisans chuchotent à son sujet. Maladie? Disgrâce? Punition silencieuse? Ici, une maladie peut être un prétexte. Une absence, un suicide social. Les rumeurs circulent plus vite que les ordres, et bien souvent elles tuent plus sûrement que n'importe quelle épée. Les courtisans autorisés suivent le roi jusqu'à la chapelle. Vous en faites partie. Vous écoutez la messe sans écouter la messe. Personne ne vient prier. Ils viennent se montrer. Celui qui est vu aux bons endroits existe. Celui qui disparaît cesse d'être quelqu'un. Vous sentez l'inquiétude générale. Un regard, un signe, un froncement de sourcils du roi peut suffire à faire tomber une maison entière. À la sortie de la chapelle, les femmes de la cour s'avancent. Les robes bruissent comme des vagues. Les parfums étouffent. Les visages maquillés sont des masques. Elles aussi se battent pour une place,
pour un regard, pour une parole du roi. À Versailles, même la beauté est une arme politique. Puis arrive le moment le plus dangereux, les conversations. Pas des conversations normales, des conversations armées, des mots qui glissent, qui insinuent, qui percent. On ne parle pas pour discuter, mais pour gagner. Qui a l'oreille du roi? Qui sait quelque chose qu'un autre ignore? Qui peut faire tomber un rival d'une phrase bien placée? Vous écoutez, silencieux. Vous comprenez que la politesse est un champ de bataille. Une révérence peut être une déclaration de guerre. Un sourire peut être une menace. Une phrase apparemment innocente peut ruiner une réputation. Dans un coin, vous surprenez un courtisan pleurer discrètement. Son père a perdu une faveur du roi. Son nom ne sera plus prononcé. Il a existé pendant des années. Et en une nuit, il n'est plus rien. À Versailles, la chute est brutale, rapide, sans retour. Le roi continue sa marche. Quand il s'arrête devant un noble, celui-ci blêmit. Le souverain lui pose une question. L'homme tremble. Sa réponse doit être parfaite. Trop longue, trop courte, trop sûre, trop hésitante. Chaque nuance compte. Même la façon de respirer peut vous condamner. Le roi acquiesce d'un geste. L'homme s'effondre intérieurement, soulagé d'être encore vivant socialement. Vous réalisez que vous êtes dans une cage dorée, un monde où l'or n'adoucit rien, où les miroirs renvoient les visages mais jamais les vérités, où tout le monde brille, mais personne ne respire. Vous quittez les couloirs, vos jambes tremblent encore. Chaque journée à Versailles est une survie. Vous comprenez désormais pourquoi le roi a construit ce palais immense, étouffant, spectaculaire, pour dominer sans épée, pour contrôler sans chaîne. Les nobles ne sont pas prisonniers par la force, mais par le désir d'être vus, le désir d'exister. Et vous, au milieu de cette mer de soie, de perruques et de sourires faux, vous n'êtes qu'un nom fragile, suspendu à un fil de velours. À Versailles, tout semble différent. Vous le remarquez dès les premiers jours. Ici, la nuit n'est jamais vraiment noire. Le château brille comme un soleil terrestre, ses fenêtres éclairées jusqu'au cœur de l'obscurité, comme si le sommeil était un signe de faiblesse. À la cour de Louis XIV, le repos est un luxe que personne ne peut s'autoriser. La vie entière tourne autour du roi, et ses plaisirs façonnent le destin de milliers d'âmes. Si le roi veut rire, tout le monde doit rire. S'il veut danser, le royaume entier danse avec lui. À Versailles, une seule règle domine, plaire ou disparaître. Vous découvrez un monde où la fête n'est pas un simple divertissement, mais une arme politique. Les bals, les opéras, les mascarades et les feux d'artifice ne sont pas faits pour réjouir les cœurs. Ils sont faits pour enchaîner la noblesse. La fête devient un lien invisible, une cage dorée qui empêche quiconque de penser à autre chose qu'à briller sous les yeux du monarque. Chaque soir, vous assistez à des spectacles grandioses. Des musiciens venus de toute l'Europe jouent sous les plafonds dorés. Des chanteurs répètent des heures pour quelques minutes devant le roi. Le faste et la splendeur sont tels que vous en oubliez presque que vous êtes là pour survivre à un ordre impitoyable. Dans les jardins, le roi transforme la nature en décor vivant. Les eaux bondissent en jets calculés. Les statues racontent des mythes anciens. Les feuillages se plient à la géométrie. Quand le soleil se couche, des milliers de flambeaux transforment les allées en un monde irréel, presque enchanté. Vous marchez sur les gravillons blancs, entourés de parfums artificiels, destinés à masquer l'odeur des corps et des égouts dissimulés. Tout semble beau, parfait, majestueux. Et pourtant, tout est mensonge. Cette beauté n'existe que pour cacher la réalité. Versailles est une prison splendide, construite non pour enfermer des criminels, mais pour capturer des ambitions. Les nobles viennent de tout le royaume pour espérer un sourire, un geste, un regard du roi. Certains dépensent des fortunes pour une perruque plus haute, un habit plus brodé, une odeur plus rare. L'étiquette impose chaque geste, et les plaisirs ne sont que la façade d'un monde où chaque erreur peut vous ruiner. Vous observez les courtisans rire, danser, flatter, mais leurs yeux brûlent d'épuisement. Personne ne peut refuser une fête du roi. Personne ne peut s'absenter, se reposer ou simplement vivre pour soi. Chaque nuit, vous comprenez davantage cette vérité. Les loisirs sont un piège. Si vous refusez, vous êtes suspect. Si vous participez, vous vous usez. Si vous réussissez, vous vous faites des ennemis. Les feux d'artifice illuminent le ciel, mais leur éclat n'est rien comparé à la lumière des regards qui scrutent chaque mouvement. Vous sentez le poids constant des jugements. À Versailles, vous n'êtes jamais seul, même lorsque vous vous taisez. La joie est obligatoire, l'enthousiasme forcé. Le roi surveille tout. Les maîtres de cérémonie notent qui rit trop fort, qui danse sans énergie, qui n'applaudit pas assez. Tout est calculé, mesuré, évalué.
La fête devient une bataille invisible où le moindre faux geste peut vous condamner. Vous voyez aussi l'autre face du spectacle. Les couloirs cachent des coulisses misérables, où les domestiques courent sans repos, où les danseurs s'effondrent de fatigue, où les musiciens dorment sur leurs instruments avant d'être réveillés pour recommencer. La fête du roi est un moulin sans fin qui broie les forces de ceux qui doivent la faire briller. Pour un courtisan, un sourire coûte une nuit blanche. Un compliment exige des heures de préparation. Une danse demande des jours de répétition. Et tout cela pour quelques secondes d'existence sous les yeux du roi. Les banquets sont immenses, débordant de nourriture que la plupart des Français ne verront jamais. Des plats venus d'Italie, des poissons transportés en pleine chaleur, des pâtisseries couvertes d'or. Vous mangez debout, serré, observé, jamais vraiment à l'aise. La faim n'est pas la question. Ce qui compte, c'est être vu en train d'être digne. Vous apprenez vite que même boire un verre demande du talent. Une gorgée trop rapide, un geste mal placé, une tache sur un gant. Tout cela peut être humiliant et vous faire perdre votre place dans l'ordre fragile de la cour. À Versailles, personne ne vit vraiment, tout le monde joue un rôle. Vous sentez que les rires sont forcés, que les regards sont tranchants, que la joie a le goût du poison. Pourtant, personne ne refuse. La fête est la clé pour approcher le roi, et approcher le roi, c'est approcher l'argent, les terres, les titres, le pouvoir. Vous comprenez que les plaisirs sont un filet, et que ceux qui le voient trop tard en sont déjà prisonniers. Chaque nuit, lorsque les musiques se taisent et que les lumières s'éteignent, vous sentez la vérité vous rattraper. Versailles est un théâtre où chacun se tue à paraître vivant. Vous marchez dans les couloirs, les chaussures glissant sur le marbre froid, et vous entendez les chuchotements, les pleurs étouffés, les soupirs de fatigue. La fête a un prix. Le roi, lui, ne le paie jamais. Ce sont les autres qui s'offrent en sacrifice sous les lustres. Les plaisirs de Versailles semblent éternels, mais ils ne sont que la surface brillante d'un monde où tout se dévore, même les âmes. Vous êtes pris au piège avec les autres, fasciné par la lumière, attiré par la gloire, consumé par le besoin d'exister. Vous avez cru, au début, que les fêtes de Versailles étaient un privilège, une récompense, un luxe. Mais plus vous avancez dans les couloirs dorés, plus la vérité se dévoile. Derrière chaque bougie allumée, derrière chaque violon, derrière chaque sourire figé, il existe une autre réalité, bien plus sombre. Ce château n'est pas un lieu de plaisir, c'est une machine. Une machine conçue pour broyer les ambitions, surveiller les esprits et réduire la noblesse à l'état de serviteur volontaire. Tout commence par l'étiquette. Ce mot semble innocent, presque raffiné, mais il est si votre chaîne la plus solide. À Versailles, on ne mange pas, on ne marche pas, on ne s'assoit pas, on ne respire pas sans un protocole strict. Vous découvrez que la moindre action a un ordre, une hiérarchie, un privilège. Il existe des titres pour tenir un chandelier, pour présenter un gant, pour ouvrir un rideau. Vous regardez des grands seigneurs, des hommes qui gouvernèrent jadis des provinces entières, se battre pour l'honneur dérisoire d'approcher le roi à son lever ou à son coucher. À Versailles, l'humiliation n'est pas un accident, c'est un instrument politique. Vous voyez des courtisans attendre des heures, dans des antichambres étouffantes, simplement pour être aperçus. Certains restent debout toute la nuit, immobiles, parce qu'ils n'osent pas quitter leur place, de peur de rater une apparition royale. Vous comprenez que la prison n'a pas besoin de murs lorsque le captif supplie pour rester enfermé. À Versailles, chacun est libre de partir, mais personne ne part jamais. Partir, c'est disparaître. Rester, c'est souffrir pour exister. Les ruines commencent là où les lumières brillent le plus. Pour paraître digne, il faut dépenser. Poudre, soie, bijoux, perruques, alcôves, paris, festins, musiciens, parfums coûteux pour masquer l'odeur réelle des corps et des égouts. Vous regardez des familles entières s'endetter, hypothéquer leurs terres, vendre des domaines pour acheter un costume d'apparat ou financer une fête capable de plaire au roi. Chaque sourire dans la galerie des glaces cache une maison ruinée dans une province lointaine. Le faste n'est pas le signe de la richesse, il est le prix de la survie sociale. Vous voyez des courtisans mendier la faveur du moindre intendant. Les intrigues se glissent dans chaque recoin. Une parole mal placée, une rumeur, une ombre de soupçon, et quelqu'un disparaît de la lumière. La fête ne pardonne pas. La jalousie est permanente, venimeuse, silencieuse. Les rires couvrent les couteaux invisibles. Vous marchez parmi des visages poudrés qui masquent des rancœurs profondes. Chacun surveille tout le monde. Les alliances se font et se défont en une soirée. Un compliment peut être un piège.
une invitation, peut-être une menace. Et le roi, au centre de tout, regarde sans avoir besoin de parler. Ce monde existe pour lui, autour de lui, par lui. Quand il danse, la cour danse. Quand il rit, la cour rit. Quand il se tait, tout le monde tremble. Vous comprenez peu à peu que Louis XIV n'a pas besoin de chaînes ni de prison. Il a inventé quelque chose de plus puissant. Il a créé une addiction. La noblesse dépend de sa présence. Sans lui, elle n'est rien. Il a transformé ses ennemis potentiels en spectateurs éblouis, trop occupés à briller pour se souvenir qu'ils auraient dû gouverner. Pendant que les fêtes dévoraient les nuits, la France souffre. Les paysans paient les impôts qui financent les bijoux, les musiciens et les feux d'artifice. Les guerres se multiplient, les morts s'accumulent. Mais à Versailles, on joue la comédie du bonheur éternel. Vous sentez la fissure profonde entre le monde doré du château et la réalité du royaume. La fête est un voile posé sur un pays qui saigne. Et pourtant, au cœur de cette misère masquée, certains croient encore que Versailles est une bénédiction. Vous les voyez, des courtisans émerveillés, convaincus que chaque sourire du roi est la preuve de leur importance. Ils ne réalisent pas qu'ils sont devenus dépendants. Vous le voyez maintenant. La splendeur n'est pas la lumière, c'est un piège de miroir. Chaque fête est une chaîne, chaque chanson une corde, chaque danse un nœud qui resserre l'emprise du pouvoir. La musique continue, les chandeliers brûlent, les chevaux traînent des carrosses ornées d'or et de velours. Mais sous la surface, la lassitude ronge les âmes. Vous entendez des soupirs dans les couloirs, des disputes étouffées, des crises de jalousie derrière les tentures. Certains tombent malades, d'autres s'effondrent en plein bal, mais personne ne s'arrête. À Versailles, l'apparence vaut plus que la santé, plus que l'honneur, plus que la vérité. Vous comprenez enfin que le plaisir, ici, n'est pas une joie, c'est une obligation, une discipline, une arme, un filet invisible tendu par un roi qui ne veut pas seulement être obéi, mais admiré, envié, adoré. Louis XIV a réussi ce que peu de souverains ont réussi avant lui. Transformer la noblesse en serviteur volontaire, faisant de la fête un instrument de domination absolue. Versailles est magnifique. Versailles est éclatant. Versailles est splendide. Mais Versailles est un monde où l'on se perd, où l'on se ruinait, où l'on sourit pour mieux cacher qu'on se noie. Vous êtes témoin de la vérité derrière les dorures. La fête est un masque, et derrière le masque, il n'y a pas de joie, seulement le silence des ambitions brisées. Vous êtes à Versailles, au cœur d'un monde où le roi règne sans partage. Et pourtant, dans l'ombre des couronnes et des épées, un autre pouvoir agit, plus subtil, plus silencieux, mais tout aussi dangereux, celui des femmes. Pas celui des reines magnifiées dans les peintures, mais celui des favorites, des duchesses, des dames d'honneur, des courtisanes et même parfois des simples servantes qui, par une parole chuchotée au bon moment, peuvent faire trembler un ministre ou ruiner une carrière. Ici, tout commence par le regard du roi. Vous apprenez vite que le pouvoir à Versailles ne descend pas seulement par les décrets et les armées, mais par les soupirs, les alliances de salon, les lettres parfumées et les confidences au coin d'un lit. Le royaume, derrière le faste, se gouverne aussi dans les chambres à coucher. La reine Marie-Thérèse, douce, effacée, écrasée par la solitude, n'exerce presque aucune influence. C'est une autre, une femme flamboyante et redoutée, qui tient alors la cour dans ses mains. Madame de Montespan. Vous la voyez entrer dans une pièce. Les conversations se suspendent, les éventails se ferment. Les hommes s'inclinent trop bas, les femmes sourient avec les dents. Elle ne règne pas par un titre, mais par l'amour du roi. Avec une simple plainte, un mot soufflé entre deux baisers, elle peut forcer un ministre à démissionner ou obtenir une pension pour un allié. Vous comprenez que dans ce monde, aimer le roi, c'est gouverner. Mais ce pouvoir est instable. Chaque sourire, chaque regard, chaque parfum porte le risque d'être remplacé. Les favorites vivent dans une peur permanente. Une peur élégante, bien cachée sous la poudre et l'or, mais dévorante. Elles vieillissent plus vite que les autres femmes, brûlées par l'angoisse de l'oubli. Et déjà, derrière elles, une autre avance dans les couloirs. Madame de Maintenon, discrète, pieuse, intelligente. Elle ne cherche pas l'éclat, mais la stabilité. Elle ne veut pas séduire, mais convaincre. Son arme n'est pas la beauté, mais les mots. Elle parle au roi de moralité, de religion, d'ordre, de sérieux. Et peu à peu, elle prend la place. Là où Montespan apportait le rire et la luxure, Maintenon apporte la piété et la rigueur. Deux femmes, deux mondes, deux façons de gouverner un roi.
Vous découvrez alors ce que personne n'ose dire. La politique du royaume dépend parfois de la jalousie et de la passion. Une guerre peut être influencée par un caprice, un mariage royal par une vengeance, un exil par une rumeur. Les hommes se battent sur les champs de bataille, mais les femmes se battent dans les alcôves. Pourtant, même ces reines sans couronne restent prisonnières. Versailles n'est pas un palais, c'est une cage d'or. Une parole de travers, un scandale, un soupçon, et tout peut s'effondrer. Madame de Montespan l'apprend lorsque l'affaire des poisons éclate. Des rumeurs de magie noire, d'onguents criminels, d'amants empoisonnés. Elle n'est jamais jugée, jamais condamnée, mais tout le monde comprend que le roi s'éloigne. Elle perd son pouvoir sans que personne n'ait besoin de parler. À Versailles, on ne tombe pas, on disparaît. Vous observez aussi la vie des femmes moins célèbres, les duchesses ruinées par un pari, les comtesses obsédées par l'idée d'être vues, les filles d'honneur qui espèrent un sourire du roi ou une place dans le lit d'un prince. Elles ne possèdent rien, pas de liberté, pas de fortune propre, pas de droit politique. Leur vie dépend de leur beauté, de leur réseau, de leurs rumeurs. Elles sont admirées en public, mais humiliées en secret. Quand une robe est jugée laide, c'est toute une famille qui est ridiculisée. Quand une femme s'évanouit d'émotion, les murmures se répandent comme une épidémie. Quand un enfant naît, légitime ou non, la cour entière calcule les avantages. Versailles est brillante, mais Versailles dévore. Et vous comprenez alors que ces femmes sont aussi dangereuses que les soldats du roi, car leurs armes sont invisibles. Les courtisans craignent un duel, mais ils craignent davantage une femme qui murmure à l'oreille du roi. La jalousie empoisonne plus sûrement qu'une dague. Ici, les alliances se tissent pendant les bals, les trahisons pendant les messes et les vengeances pendant les soupers. Chaque femme peut faire basculer un destin, mais aucune ne peut échapper au jugement de Versailles. Elles sont puissantes, mais jamais libres. Vous avancez dans les couloirs feutrés où la lumière des bougies découpe des silhouettes de dentelle sur les lambris. La rumeur du château est continue. Des pas pressés, un froissement de jupons, le tintement d'un trousseau de clés, les éclats d'un rire vite étouffé. Derrière les portraits des reines et des favorites qu'on retient dans les livres, se déploie un monde féminin plus vaste, plus discret, plus vulnérable. C'est là, dans cette foule d'ombres élégantes ou modestes, que se mesure le prix réel du pouvoir des femmes à Versailles. Vous croisez d'abord les dames d'honneur. Leurs titres sont brillants, leurs appartements exigus, leurs obligations sans fin. Elles se lèvent avant l'aube pour superviser coiffeurs, valets, lingères, pour inspecter gants, rubans, dentelles, pour vérifier qu'aucune tache, aucun fil tiré ne trahira leur maîtresse sous les yeux d'une galerie impitoyable. Elles apprennent par cœur les pas de l'étiquette comme on apprend des prières. Où se tenir, quand saluer, comment se retirer, à quelle distance offrir le fauteuil, à quel degré incliner la tête selon le rang de l'interlocutrice. Vous sentez le trac physique de ces gestes cérémoniels. Une chorégraphie quotidienne où l'erreur n'est pas permise. Une révérence trop profonde, un sourire mal placé, une parole qui devance celle d'une plus titrée. Et c'est une humiliation publique, parfois une disgrâce. Ici, l'échec social a le bruit du rire retenu derrière un éventail. Plus loin, les gouvernantes règnent sur des royaumes miniatures, des enfilades de berceaux, des armoires de langes, des rodailles d'enfants nés du roi, de princes, de ducs, ou de leur silence. Elles savent tout des filiations qu'on suppose et des paternités qu'on tait. Elles parlent peu et voient tout. Lorsqu'un nourrisson pleure, c'est un secret qui menace de sortir de son maillot. Lorsqu'un enfant tousse, c'est une lignée entière qui tremble. Vous comprenez l'angoisse sourde de ces femmes. Elles tiennent entre leurs bras la stabilité du château, et non, en retour, que la promesse d'être congédiées quand l'enfant grandit. Vous entrez dans une antichambre étroite. Les lectrices s'y relaient, posant les volumes de dévotion ou les comédies reliées de neuf sur des guéridons. La lecture n'est pas un loisir, c'est une façon d'orienter en douceur. Choisir un livre de piété austère, c'est incliner la conversation vers la morale. Choisir un texte mondain, c'est éveiller le goût d'un salon, d'un auteur, d'une coterie. Et pourtant, ces médiatrices du verbe n'ont presque aucun droit sur leur propre vie. Elles inspirent les choix des autres et subissent les résultats des leurs. Dans l'escalier des servantes, l'air sent la cire chaude et le linge humide. Les femmes de chambre courent, invisibles, réglant l'essentiel. Un lacet qui casse à la dernière minute, un bijou repercé, une plume recintrée, un froufrou apaisé d'un point discret. Le destin d'une robe, ici,
peut faire le destin d'une femme. Une traîne froissée, et c'est une rivale qui jubile. Une coiffure affaissée, et c'est un regard du roi qui glisse ailleurs. Vous percevez l'intelligence pratique, rapide, dure de ce peuple féminin. Elles n'ont ni panache ni portrait, mais sans elles, toute la gloire d'apparat s'écroule. Vous remontez vers les salons, véritable laboratoire du pouvoir doux. Les maîtresses de maison y règnent par le ton, l'esprit, la sélection des invités, l'art de distribuer la parole comme on distribue des faveurs. Les réparties y sont des épées, les bons mots des flèches, les silences des jugements. On y défait la réputation d'un ministre en une anecdote, on y entame la carrière d'un protégé en un compliment. Vous sentez la pression de cette scène sociale. Il faut briller sans blesser, oser sans déchoir, séduire sans fauter. C'est un art épuisant, sans repos, où la moindre fatigue se paie d'un recul dans la hiérarchie invisible des élégances. Mais c'est dans les chambres closes que la vérité la plus âpre s'impose. Les grossesses y sont risquées. On y prie des saints, on y convoque sages-femmes et médecins qui apportent plus d'assurance que de science. La fièvre puerpérale guette, la petite vérole marque les visages, les catarrhes s'éternisent, les migraineuses s'allongent sans sommeil, les corsets contusionnent les côtes. L'odeur des parfums épais couvre celle des remèdes, des onguents, des cataplasmes. À Versailles, la grâce d'une démarche tient parfois à des souffrances bandées sous la soie. Vous devinez le poids d'une nuit entière passée debout, en corset, à sourire devant un bal, et la matinée suivante à saigner du nez, en secret, pour n'avoir pas respiré. Les mariages sont d'autres prisons, dorées mais closes. On unit des noms plus que des êtres. On signe des terres plutôt que des cœurs. Une jeune fille sourit dans un salon, et sa destinée se décide dans un cabinet voisin. Elle apprend le nom de son époux comme on reçoit un verdict. Elle aura des enfants, parce que le lignage l'exige. Elle fermera les yeux sur les infidélités, parce que l'ordre mondain le demande. Elle se gardera d'aimer, parce que l'amour expose. Vous entendez l'aiguille d'une brodeuse qui pique et repique un motif répétitif. C'est la musique régulière des vies convenues. On vous glisse à voix basse les histoires des disgraciés. L'une a trop parlé, l'autre a trop aimé, une troisième a trop vieilli au mauvais moment. Jamais de fracas, juste un refroidissement des salutations, une invitation qu'on oublie d'envoyer, une place qu'on ne propose plus, un passage où l'on ne fait pas place. La disgrâce à Versailles n'a pas besoin d'éclat. C'est une évaporation, et ceux qui vous serraient la main hier vous trouvent soudain invisible. Vous sentez le froid de ce bannissement social, là où tout est feu et bougie. Il arrive pourtant que certaines femmes opposent à cette mécanique un génie oblique. La patience qui use la pierre, la bonté qui fédère, la piété qui donne asile, la charité qui oblige. Des duchesses font école de vertu, d'autres abritent des protégés, d'autres encore apprivoisent l'aigreur des rivales par l'entremise d'un don, d'une visite, d'un mot rare et juste. Mais la somme des efforts est immense pour une conquête minuscule, un soupçon de latitude dans une vie tracée. Dans la chapelle, vous voyez des silhouettes agenouillées. La dévotion offre un abri fragile. Elle discipline les émotions, purifie les réputations, détourne les curiosités. Elle est aussi une langue politique. Se montrer au banc des pieuses, c'est rejoindre un parti. S'afficher à l'opéra, c'est en choisir un autre. Ici, la spiritualité elle-même se décline en positions. Vous entendez un mot sur la moralité, l'autre sur le jansénisme, un troisième sur la complaisance. Ce sont les mêmes batailles, transposées. À la nuit, les jardins reprennent le souffle. L'air est tiède, les jets se taisent. Des fenêtres, une main éteint un flambeau, une autre en allume un. Vous mesurez la fatigue invisible qui parcourt les veines du château. Les hommes s'endorment sur leurs ambitions, les femmes sur leurs précautions. Chacune a pesé ses sourires, contrôlé ses gestes, contenu un élan, caché une larme, effacé une faiblesse. Le pouvoir qu'elles exercent existe. On le sent dans l'orientation d'une faveur, dans la nomination d'un cousin, dans la rumeur qui épargne. Mais il ne leur appartient pas. Il leur passe entre les doigts comme l'eau des bosquets, leur laissant à la paume une humidité froide, la preuve qu'elles ont touché quelque chose de réel, sans jamais pouvoir le retenir. Au fond, Versailles leur doit son éclat. Ce sont elles qui tissent à la trame quotidienne, les transitions douces, l'huile dans les rouages. Mais Versailles leur prend le temps, le corps, la jeunesse et la spontanéité. À la fin, elles apprennent l'art suprême, celui de s'effacer sans disparaître, d'exister en filigrane, de se faire nécessaire tout en restant secondaire. Elles tiennent un royaume debout en le portant du bout des doigts.
et ce royaume ne les reconnaît qu'à la marge. Vous quittez les couloirs. Dans une glace un instant, votre reflet en croise d'autres, des visages poudrés, des yeux battus, des bouches fermées. Vous comprenez ce que signifie être puissante à Versailles quand on est une femme. Diriger sans signer, influencer sans régner, survivre sans respirer librement. On parle d'elle comme d'un pouvoir secret. La vérité est plus nue. C'est un pouvoir emprunté, à rendre à tout moment, sous peine de n'être plus rien. Vous sortez d'une galerie au miroir impeccable, et l'air vous paraît soudain plus dense, plus lourd. Derrière l'éclat réglé de Versailles, vous devinez les engrenages qui le font tourner. Rien ici n'est laissé au hasard. La lumière, le parfum, l'ordonnancement des pas, les musiques, la table, les jardins. Tout coûte, et tout ce qui coûte doit être payé. Vous sentez cette vérité simple, brutale, monter comme une odeur de suie sous la cire. L'or de la cour a un prix, et ce prix ne se paie pas à Versailles. On vous mène, mentalement, loin du marbre, par les chemins de poste, jusqu'au bureau des fermiers, ces comptoirs où l'on perçoit l'impôt pour le compte du roi. Les registres y sont épais, les plumes râpent, les chiffres s'empilent comme des murailles. La gabelle, l'impôt sur le sel, mord chaque foyer, car le sel n'est pas un luxe. C'est la conservation des aliments, c'est la vie de l'hiver. Les aides frappent le vin, la viande, l'huile, les draps. Les traites découpent le royaume en barrières invisibles, où chaque ballot s'acquitte de droits. La taille écrase les campagnes, surtout les paysans qui n'ont ni privilèges ni voix. Plus tard s'ajoutent la capitation et le 10e, contribution pour tous, qui prouve surtout que l'État est à bout de souffle. Et devant ces guichets, vous voyez des hommes qui négocient, des femmes qui soupirent, des mains qui tremblent au moment de verser. Vous apprenez ce mécanisme froid. Le roi afferme une grande partie de la collecte à des compagnies. Elles avancent l'argent, elles se remboursent ensuite, avec intérêt et zèle. Le système ne connaît ni dimanche ni indulgence. On paye parce que c'est le roi. On paye souvent plus qu'il ne faudrait, parce que l'on craint la saisie, l'inventaire, l'humiliation publique. Dans les villages, l'huissier a le visage d'un fléau. L'arrivée d'un sergent fait taire les chiens, et l'on baisse les yeux, non par respect, mais par fatigue. Sur ces routes, vous croisez les intendants, hommes diligents et redoutés, qui gouvernent au nom du monarque en chevauchant les provinces. Ils inspectent, ordonnent, rationalisent. Sous leurs bottes, les mots deviennent des charges. Réquisition pour l'armée, logement des gens de guerre chez l'habitant, contribution extraordinaire pour l'urgence qui dure toujours. Si une armée passe, les granges se vident. Si une place se fortifie, les carrières s'ouvrent. Si un pont se veut, des corvées se rassemblent. Vous comprenez que l'État n'est pas seulement un coffre, c'est une main qui saisit, au nom de la grandeur, des milliers de gestes humbles. Car il faut financer la gloire extérieure. À Versailles, la guerre est une langue aussi noble que la musique. On y prononce des noms comme on épingle des rubans. Flandre, Franche-Comté, Hollande, Palatinat, Espagne. On célèbre des sièges, on grave des médailles, on fait briller des cuirasses. Vous entendez la rumeur des campagnes, le roulement des tambours, le halètement des convois, la longue plainte des chevaux qui meurent plus nombreux que les soldats. Et pendant qu'à la cour on dresse les cartes, au pays l'hiver 1693-1694 broie les récoltes. Au grand gel de 1709, la sève se fige dans les arbres comme un aveu de faillite. Le pain se noircit de son, l'eau se salit de farine. Les enfants ont des ventres ronds, non de satiété mais de faim. Dans une paroisse anonyme, vous feuilletez les registres. Les prêtres notent d'une écriture égale des baptêmes plus rares, des mariages retardés, des sépultures trop nombreuses. Quand le vin manque, on communie au cider. Quand le blé manque, on moude des glands. Une dîme de misère s'ajoute aux impôts, celle que prélève la nature. Et vous voyez les silhouettes maigres des mendiants opérer des migrations silencieuses vers les villes, où l'on espère une soupe d'hôpital, un boulot d'un jour, un gîte de hasard. Rien de tout cela ne paraît à Versailles. On parfume, on poudre. Et pourtant, jusque dans les salons, la dette colle aux gants. Les financiers qui saluent respectueusement ont des doigts tachés d'encre et d'or. Ils prêtent au roi, ils louent au roi, ils vendent au roi. Ils achètent des charges vénales qui promettent rentes et honneurs. Ils vivent de l'intérêt du trésor autant que de sa détresse. Vous sentez ce pacte muet. La magnificence donne du sens, le crédit lui donne corps. Quand l'un faiblit, l'autre chancelle. Dans les provinces, l'écart se creuse. Les pays d'État négocient, marchandent, retardent.
Les pays d'élection encaissent, résistent moins. L'une des grandes injustices du royaume tient dans cette géographie fiscale. 2 lieues plus loin, on paye plus ou mieux. Ici, le sel est rare, là il est faux et de contrebande. Vous entendez le mot faux-sonnage chuchoté près d'un marais. On passe des sacs la nuit, on cache des pains de sel sous la paille, on guette les gardes. Une femme se fait prendre, on la tond, on la marque, on l'expose. Le sel n'a plus goût de mer, mais de larmes. Et puis il y a l'armée, vorace, nécessaire, sacrée. Elle réclame de tout, de la laine, du cuir, du fer, des bœufs, des chariots. Quand elle campe, elle boit les puits. Quand elle hiverne, elle mange les toits. On démonte les charpentes pour se chauffer. Des familles entières logent un capitaine et ses hommes. On parque les porcs dans la chambre des enfants. On pend les jambons au-dessus du lit des grands-parents. Le matin, si l'officier est content, il signe un billet qui épargne la maison à la prochaine réquisition. S'il est de mauvaise humeur, il réforme la grange et la prend au roi, c'est-à-dire qu'il la prend pour lui. Au village, le collecteur d'impôts est souvent un voisin. Il ne dort plus. On le hait quand il prend, on le menace quand il insiste, on l'accuse quand il a pris trop. Il vend un pré, il perd un ami, il gagne une pierre contre son carreau. La fiscalité n'est pas seulement une somme, c'est une cassure. Elle sépare ceux qui paient, ceux qui font payer, ceux qui profitent. Elle dresse au milieu des champs un mur que rien ne montre, mais que tout le monde sent. Vous revoyez Versailles, les feux d'artifice, les pâtés en belin servis à l'envoi d'un ambassadeur, les machines d'opéra qui élèvent les dieux au milieu des danseurs. Dans l'ombre de ces apparitions, il y a le scribe qui additionne, la veuve qui vend sa vache, l'enfant qui mâche du seigle amer. Vous ne blâmez pas une personne, vous remarquez un système où la représentation politique consomme par vocation la substance d'un pays. La raison d'État préfère le symbole au soulagement, la gloire au grain. Et pourtant, cette gloire tient encore, parce que le peuple croit au roi comme à une providence terrestre. Il sait, il veut, il peut. Alors il paie. Parfois, la réalité craque et laisse passer un cri. Ce sont les émeutes frumentaires quand on expédie du blé pour la cour, tandis que le marché du bourg est vide. Ce sont des charrettes renversées, des sacs percés, des greniers mis sous scellés par un juge qui préfère l'ordre à la justice. Ce sont des soldats envoyés rétablir la paix à coupe de crosse. On dira « excès regrettable ». On notera « tout est rentré dans le devoir ». Vous comprenez que la paix de Versailles est entretenue à crédit et à contrition. Il y a enfin l'imposition qui ne s'écrit nulle part. La peur. Peur d'un nouveau banc de guerre, peur d'une nouvelle levée, peur d'un nouvel emprunt volontaire, peur d'un intendant zélé, peur d'une fièvre qui ruine la moisson. Cette peur multiforme tient lieu de décret. Elle règle les naissances, elle retarde les mariages, elle pousse les fils vers la mendicité ou vers la marine. Elle fait du pays un vaste grenier qui se tient prêt à ouvrir sa porte au premier courrier portant le sceau. Et pourtant, au même moment, à Versailles, la machine enchantée continue. Elle éblouit pour légitimer ce qu'elle dévore. Les courtisans, vous y compris, le savaient au fond. Le château brille pour que l'on oublie le prix de la lumière. On applaudit un ballet et, sans s'en confesser, l'on pense à la signature d'un traité, à la conquête d'une place, à la faveur qui suivra. C'est un troc tacite. Le royaume, faim, froid, fatigue, contre la continuité de la majesté. Et tant que la musique couvre le bruit des estomacs, le contrat tient. Dans une chambre haute, tard, vous regardez par la fenêtre. Les allées sont noires, la lune blanchit les ifs. Vous songez au visage que vous avez croisé le matin, le fermier au regard fuyant, l'intendant au verbe sûr, la paysanne aux doigts gercés, qui a laissé un écu sur un comptoir pour une charge qu'elle ne comprend pas, l'officier qui a juré que tout cela est nécessaire pour la grandeur de la France. Vous n'avez pas d'argument définitif, seulement ce malaise tenace. Et si la grandeur se payait d'abord en silence par ceux qui n'avaient pas de voix? Vous vous détournez, éteignez la bougie. Au loin, dans les communs, un cheval tape du sabot. Quelque part, un enfant pleure en dormant. Le royaume, lui, ne dort pas, il compte. Vous quittez l'or des salons, mais vous sentez encore sur vos épaules la lourdeur de ce que vous avez compris. La splendeur n'est pas un miracle, c'est un impôt. Et maintenant, vous suivez le fil jusqu'au bout, non plus dans les bureaux, mais dans les corps. Dans une ville de province, vous franchissez les portes d'un hôpital général. Ce ne sont pas des lieux de soins, mais de discipline. Le roi a voulu enfermer la pauvreté pour mieux la guérir. Vous traversez un vestibule où l'air sent la paille humide, la sueur froide, la soupe d'eau.
On y parque mendiants, orphelins, vieux sans famille, ouvriers sans travail, femmes abandonnées. On les loge, on les nourrit, mais surtout, on les cache. Versailles ne veut pas voir que l'or du royaume creuse des ventres. Vous entendez le bruit des métiers à tisser. On demande à ces misérables de travailler pour racheter leur vie. Un enfant, trop maigre, manie un fil plus lourd que son bras. Il tousse, mais personne ne l'écoute. Dans les campagnes, la misère a d'autres noms. Terre gaste, égrange morte, champ perdu. On laboure moins, on sème moins. À force d'impôts, d'hivers terribles et de guerres permanentes, la terre se repose contre la volonté des hommes. Sur les marchés, vous observez les prix. Le blé monte, le pain rapetisse, les boulangers mélangent du son, du sable, des pois chiches écrasés, les ventres gonflent, les visages se creusent. Vous croisez des soldats invalides, revenus sans solde. Ils marchent avec une jambe de bois, une béquille, un bandage, un regard vide. On les appelle les estropiés du roi. On les admire, mais on ne les nourrit pas. Dans un village, le curé lit ses registres à voix basse. Les mots sont sobres. Grande mortalité. Misère extrême. Beaucoup de petits-enfants. Ils notent sans commentaire, car la souffrance est devenue une habitude. Dans le cimetière, des croix de bois s'entassent. L'hiver a pris plus de monde que la guerre. Et pourtant, quand les cloches sonnent pour la messe, on prie pour le roi, parce qu'on ne peut prier pour autre chose. Dans un grenier, vous assistez à une scène de nuit. Une famille cache un sac de blé. Pas pour le vendre, pour survivre. On murmure des mots interdits, faux épis, et contrebande, au faux sonnage. Quand la faim serre les cœurs, la loi devient un luxe. Si un sergent découvre le sac, la famille paiera une amende qu'elle ne pourra pas payer. Alors elle empruntera. À qui? À un riche du village, à un marchand, parfois à celui-là même qui la collectera plus tard. La dette s'enroule autour des vies comme une corde. Vous arrivez dans une ville, un jour de printemps. La rumeur vous attire vers la halle au blé. Le prix du pain a encore monté. Une femme crie. Un homme renverse un panier. La foule grogne. On accuse les accapareurs, les mauvais marchands, les intendants cupides, parfois les juifs, parfois les étrangers, parfois ceux qui vivent à Versailles. La colère se cherche un visage, puis les soldats arrivent. On disperse la foule. Quelques-uns seront punis pour l'exemple, mais la faim ne sait pas obéir. Pendant ce temps, à Versailles, tout est chorégraphié pour que la souffrance ne franchisse jamais les grilles. Vous voyez une réception brillante, rubans, parfums de fleurs d'orange, dentelles, musique. On parle de la prise d'une ville, de l'achèvement d'un canal, d'un nouveau théâtre, d'une entrée triomphale d'ambassadeurs. On célèbre la grandeur. Personne ne parle des morts de l'hiver. Personne ne parle de l'hôpital général, des champs noirs, des villages silencieux. Et pourtant, sous les brocards, certains courtisans sont ruinés. Ils ont tout vendu pour paraître, un domaine, une terre, une dot, une bibliothèque. Ils vivent d'emprunts, de crédits, de pensions fragiles. Ils rient fort, mais mangent à crédit. À midi, ils parlent d'honneur. Le soir, ils comptent leurs dettes. Ceux qui n'ont plus rien abandonnent leur province et mendient une charge, un poste, une faveur. La cour, machine à briller, est aussi machine à broyer. Dans une pièce basse du château, vous apercevez un banquier genevois et un financier parisien. Ils ne portent pas d'épée, mais tout le monde les craint. Ils tiennent l'État par sa bourse. Ils avancent de l'argent au roi à des taux discrets. Ils savent que le royaume payera. Peut-être tard, peut-être mal, mais payera. On les déteste pour leur fortune, mais on les appelle quand la guerre commence. Ils sont les fondations invisibles du palais. Derrière les ballets, ce sont eux qui contiennent la musique. Vous traversez les écuries. Là aussi, la gloire coûte. Les chevaux du roi mangent du grain propre pendant que les paysans mangent du pain gris. Vous touchez les harnais, les selles brodées, les plumes. La guerre est un spectacle autant qu'une tragédie. Il faut que l'Europe voie la puissance de la France. Une vérité simple vous frappe. La magnificence n'est pas un luxe, elle est un instrument de pouvoir. Le faste n'est pas un caprice, c'est un outil politique. Versailles doit paraître invincible pour que personne ne pense à défier la France. Le peuple souffre pour une idée qu'il ne voit jamais. Et malgré tout, le système tient. Pourquoi? Parce que la honte et la résignation font office de ciment. Parce que les malheurs arrivent lentement, un fils après un autre, une récolte après une autre. Parce que la misère n'a pas de place dans les salons. Parce qu'on ne sait pas imaginer un monde sans roi. Mais un jour, peut-être, quelqu'un fera le lien. Entre l'or du bal et le sang du village. Entre la fête et la faim. Entre Versailles et la France. Vous avez senti l'odeur avant de comprendre.
À Versailles, tout brille, tout scintille, tout chante. Mais tout sent, sous le parfum des fleurs d'oranger, des poudres sucrées et des essences rares se cache une vérité que personne n'ose dire. Le palais pue. Vous avancez dans les couloirs, et l'odeur vous suit. Une odeur de sueur enfermée, de latrines débordantes, de linge humide, de chair mal lavée, de fièvre et de maladie. L'air est lourd, saturé, presque visible. Vous comprenez pourquoi les courtisans se parfument comme des jardins entiers. Le parfum est un masque, une armure contre le monde réel. On ne se lave pas vraiment, on se couvre d'odeur. À Versailles, il n'y a pas d'égout digne de ce nom. Les humains font leurs besoins dans des pots de chambre, parfois dans des recoins, parfois derrière une tenture. On les vide par les fenêtres, directement sur les jardins, là où les promeneurs passent. Sous vos pieds, l'eau croupie, mélange de pluie, d'urine, de vin renversé, de sang d'animaux, d'ordures. Vous inspirez et vous comprenez. La puanteur est la véritable reine de Versailles. Mais ce n'est pas qu'une affaire d'odeur. Vous croisez un courtisan pâle, tremblant, couvert de poudre blanche. Il tousse dans un mouchoir parfumé. Vous apercevez quelque chose de sombre, de mouillé sur le tissu, du sang. Ce noble est malade, peut-être de la poitrine, peut-être d'une vérole mal soignée. Mais il sourit. À Versailles, on cache la maladie parce qu'elle est honteuse. On préfère mourir debout plutôt que d'être vu faible. Vous entrez dans une petite pièce où un médecin du roi prépare un remède. Sur la table, vous voyez des poudres, des fioles, des sachets. Vous lisez les étiquettes. Sangsue, poudre de momie, liqueur de fourmi, cornes de cerf brûlées, excréments d'oiseaux, urine de jeune garçon. Tout est médicament, tout est superstition. Les médecins ont souvent tort, mais ils ont toujours raison, puisqu'ils servent le roi. On soigne par saignée, par purge, par lavement. On ouvre les veines pour faire sortir le mal. On vide les intestins pour purifier le corps. On avale des poudres qui brûlent le ventre et tuent parfois plus sûrement que la maladie. Vous voyez un homme couché, livide, pendant qu'un chirurgien lui place des sangsues sur la poitrine. Il tremble, mais il ne dit rien. Il doit remercier le médecin. Vous observez une femme noble, belle, riche, habillée de soie. Elle parle avec grâce, mais quand elle sourit, ses dents sont noires. Le sucre, privilège des puissants, ronge leur bouche. Les parfums cachent la laine, les poudres cachent les plaies, les perruques cachent les croûtes et les poux. La beauté de la cour est peinte sur la pourriture. Il y a des parasites partout, sous les vêtements, sous les perruques, dans les draps jamais changés, dans les murs, dans les lits. Les nobles se grattent avec élégance, sans en parler. Vous entendez même une femme murmurer qu'elle a apporté de la vermine de Paris, comme si c'était un souvenir. Vous voyez aussi les fièvres, celles qui prennent le corps et ne le lâchent plus, ceux qui tremblent, qui délirent, qui suent sous des couvertures de velours. À Versailles, on diagnostique tout, l'air, la bile, le sang trop chaud, le sang trop froid. On invente les maladies parce qu'on ne sait pas les comprendre. Les infections tuent plus sûrement que les épées. Puis, vous entendez un nom chuchoter avec terreur, la petite vérole. La variole, une maladie dévorante. Elle emporte les enfants, défigure les femmes, brûle le visage, creuse les yeux, tue en quelques jours. On ne parle pas de peste, on ne parle pas de choléra. On parle de cette bête invisible qui choisit ses victimes dans les lits les plus riches comme dans les plus pauvres. Mais ce qui vous frappe le plus, ce n'est pas la maladie en elle-même, c'est le déni. La maladie existe, mais on fait semblant de l'ignorer. On danse, on joue, on rit, on fait des fêtes alors que le couloir d'à côté sent la mort. L'apparence est la loi. On préfère mourir parfumé que vivre couvert de honte. Dans une chambre sombre, vous assistez à un accouchement. Une femme noble hurle pendant que des sages-femmes s'affairent. L'air est saturé d'odeurs, vin, sang, sueur, encens. Les instruments sont sales, les mains sont rarement lavées. L'enfant naît, il pleure, puis cesse de pleurer. Il ne respire plus. On murmure que Dieu a repris son dû. Personne ne comprend qu'il est mort d'infection. Vous marchez encore, et vous remarquez les épidémies. La mort arrive, silencieuse, rapide, sans gloire. On enferme les malades dans les chambres, mais ça ne sert à rien. L'air passe sous les portes. La maladie aussi, et pourtant, malgré tout, la cour survit, parce qu'elle ne veut pas voir la réalité, parce qu'elle croit à la supériorité de son sang, parce qu'il vaut mieux être malade à Versailles qu'en bonne santé ailleurs, parce que le pouvoir exige des victimes. Alors vous, simple témoin, vous comprenez ? À Versailles, on ne vit pas plus sainement, on meurt simplement plus lentement. Vous pensiez avoir compris la maladie à Versailles, mais ce n'était qu'une surface,
un parfum posé sur une plaie ouverte. Maintenant, vous allez voir ce que tout le monde murmure à voix basse. Les morts de la cour ne meurent pas comme les autres. Ils meurent lentement, publiquement, en spectacle, sous les mains de médecins trop sûrs d'eux. Un matin, vous apprenez que la duchesse de Bourgogne, jeune, belle, pleine d'avenir, est tombée malade. Une simple fièvre, disent-ils. Quelques frissons, ajoute-t-il. Elle est jeune, Dieu la protégera. On rit, on danse, on continue les fêtes. Et pendant ce temps, elle brûle. Sa peau rougit, puis se couvre de plaques. Les médecins entrent dans sa chambre avec des sangsues, des décoctions, des poudres mystérieuses. Chaque remède aggrave la situation. Elle vomit, elle délire, elle étouffe. Sa beauté fond, son souffle devient rauque. En quelques heures, elle meurt. À Versailles, on dit que c'est la volonté de Dieu. Mais vous l'avez compris. Elle est morte de médecine. Vous apprenez alors que chaque fièvre est une menace. Les nobles ont peur d'une chose plus que de la guerre, la petite vérole. La variole, une maladie qui défigure, qui brûle, qui coude la peau de cicatrices profondes. Dans les couloirs, les gens chuchotent des noms. Certains ont survécu, d'autres non. Ceux qui survivent, on les admire. Ceux qui meurent, on les oublie. Un soir, vous assistez à une scène glaçante. On apporte le corps d'une femme aristocrate morte de maladie. Son visage est gonflé, couvert de pustules, ses yeux à peine ouverts. On la recouvre immédiatement de draps parfumés. Personne ne doit voir, personne ne doit sentir. On disperse des herbes, on brûle des encens. Les courtisans pleurent, mais sans approcher. Le parfum est un bouclier. La mort est une honte. Puis il y a la gangrène, cette pourriture qui mange les chairs. Un noble s'est blessé à la jambe en tombant. Une simple coupure. Mais ici, les plaies s'infectent vite. La jambe enfle, noircit, pue. Les médecins hésitent. On propose des cataplasmes, des potions, des incantations. La douleur grimpe. Enfin, un chirurgien armé d'une scie décide d'amputer. Pas d'anesthésie, pas de morphine. On bloque le patient. On lui fait boire du vin. On lui dit de prier. Vous entendez un hurlement que le palais n'oubliera pas. 3 jours plus tard, il meurt quand même. Les médecins ne sont pas des héros. Ils sont des techniciens de l'incertain. Ils portent de beaux habits, parlent avec fierté, mais leurs mains tuent plus souvent qu'elles soignent. Vous les entendez s'affronter, discuter, se contredire. On purgera, dit l'un. On saignera, dit l'autre. On lavera de l'intérieur, dit le troisième. Et le malade, au milieu, souffre, tremble, espère. Mais il y a pire que la mort publique d'un roi. Louis XIV, vieillissant, vit dans un corps qui se décompose lentement. Ses jambes sont prises de douleurs atroces, sa bouche pourrit, ses dents tombent, ses intestins le torturent. L'odeur qui sort de lui est insupportable. On ouvre les fenêtres, on brûle des parfums, on invente des remèdes, on le ponctionne, on le purge, on le saigne. Le roi souffre en silence, parce qu'il doit montrer qu'un monarque ne faiblit jamais. Quand il marche avec difficulté, on dit qu'il est fatigué. Quand il ne peut plus se lever, on dit qu'il prie. Quand il hurle la nuit, on dit qu'il médite. La vérité, la maladie dévore le roi Soleil. Vous entendez les courtisans murmurer. Si le roi meurt, tout change. Un héritier doit prendre sa place. Les alliances se déplacent. Les sourires se transforment en calculs. Certains prient pour sa guérison. D'autres espèrent son dernier souffle. Et parmi tout cela, la médecine continue. Des lavements interminables, des saignées répétées, des potions qui empoisonnent. À la fin, le roi n'est plus qu'un corps brisé par la douleur et par ses médecins. Quand il meurt, on dit que c'est la volonté divine, mais tout le monde le sait. Ils l'ont usé jusqu'à l'os. Vous comprenez alors quelque chose d'immense. À la cour, la maladie n'est pas qu'une souffrance. C'est une arme politique. Quand quelqu'un tombe malade, on attend. On observe. Qui va hériter? Qui va perdre son rang? Qui va oser prendre sa place? Chaque fièvre devient une opportunité. Chaque toux fait peur. Chaque absence en dit plus qu'un discours. Vous le sentez autour de vous. La mort n'est jamais loin, mais elle ne fait pas peur parce qu'on s'y attend. Ce qui fait peur, c'est de mourir sans avoir existé, sans être vu, sans être important. Alors on se parfume, on sourit, on danse, on se maquille, on cache les cicatrices, on recouvre les plaies. À Versailles, on ne doit jamais laisser la maladie gagner, même quand on meurt. Et vous, dans cette cour brillante et pourrie, vous comprenez que le parfum n'est pas une coquetterie. C'est un rideau entre la vie et la vérité. Un masque pour cacher la pourriture. Vous l'avez compris depuis longtemps. À Versailles, le danger ne vient pas des armes,
mais des mots. Pas des épées, mais des murmures. Pas des guerres, mais des regards. Ici, chaque sourire peut cacher une lame. Chaque compliment peut être un piège. Chaque silence peut être une accusation. Vous êtes au cœur de la cour de Louis XIV, l'endroit le plus brillant du monde. Mais aussi le plus dangereux. On y meurt moins de coups d'épée que de rumeurs. Vous le sentez dès le matin, lorsque vous traversez les couloirs interminables du château. Les miroirs renvoient les visages maquillés, les perruques immenses, les broderies éclatantes, mais derrière cette beauté se cache une tension permanente. La peur est partout. Pas la peur de mourir, la peur d'être oublié, de tomber, d'être écrasé. Car ici, la pire punition n'est pas la mort, mais l'indifférence du roi. Un jour, vous entendez un courtisan dire « Être ignoré par sa majesté, c'est cesser d'exister ». Ce n'est pas une image, c'est une vérité simple et froide. À Versailles, vivre signifie être vu, être regardé, remarqué, appelé, choisi. Si le roi détourne le regard, c'est fini. Alors, chaque jour, des centaines de courtisans se battent pour exister, pas avec des armes, avec des mots. Les intrigues commencent souvent dans des lieux silencieux, un couloir vide, un fauteuil dans un salon, une balade dans les jardins. On ne parle jamais frontalement, on insinue, on suggère, on fait naître un doute, on laisse tomber une phrase comme un poison doucement versé dans une coupe. Avez-vous entendu dire que le duc se rapproche trop de la reine? On raconte que ce ministre détourne de l'argent. Je ne veux pas y croire. Mais il paraît que cette famille cache un secret impardonnable. Rien n'est jamais affirmé. Tout est laissé en suspens. Parce qu'à Versailles, le doute suffit pour tuer. Les accusations n'ont pas besoin de preuves. Elles ont seulement besoin d'oreilles. Et il y en a partout. Vous découvrez alors une vérité terrifiante. Versailles est un nid d'espions. Les valets écoutent, les servantes observent, les confesseurs murmurent, les médecins répètent, les courtisans perdent pour savoir. Chaque jour, des lettres anonymes sont déposées dans les mains du roi ou de ses ministres. Des dénonciations, des calomnies, des secrets volés, parfois vrais, parfois inventés, toujours dangereuses. Une seule lettre peut détruire une vie. Vous avez vu un homme puissant disparaître en 24 heures. La veille, il riait au bras du roi. Le lendemain, il était enfermé dans une cellule humide, oubliée, effacée. Son crime, personne ne le sait vraiment. Une lettre, un murmure, une jalousie, un ennemi plus habile. La cour n'a pas besoin de justice. Elle n'a besoin que de rumeurs. La peur règne, comme une brume invisible. On n'écrit rien sans prudence. On ne parle jamais à voix haute. On évite les confidences. La trahison peut venir de n'importe qui. D'un ami, d'un cousin, d'un domestique, même d'un frère. À Versailles, la loyauté n'existe pas. Seulement les intérêts. Ceux qui gagnent sont ceux qui savent jouer, ceux qui surveillent, ceux qui mentent avec élégance. Et au sommet de ce théâtre se trouve Louis XIV. Il n'est pas seulement roi, il est le centre de l'univers, le soleil autour duquel gravitent toutes les ambitions. Vous le regardez marcher, chaque geste est politique, chaque parole est calculée. On ne sait jamais ce qu'il pense vraiment, et c'est ce qui fait sa force. Certains disent que le roi contrôle tout, d'autres pensent qu'il laisse les courtisans se déchirer pour mieux régner. Dans les deux cas, il gagne. Un jour, vous assistez à une scène inoubliable. Une dame de haut rang, accusée par une lettre anonyme d'avoir trahi une confidence royale. Sans preuve, sans témoin, seulement des mots, seulement un soupçon. Elle se défend, pleure, jure sa fidélité. Le roi l'écoute en silence, impassible. Puis il détourne le regard. Elle comprend, c'est terminé. Elle passera les jours suivants dans une chambre éloignée, loin des fêtes, des regards, des invitations. En quelques semaines, plus personne ne prononce son nom. Elle existe encore, mais elle est morte politiquement. Vous comprenez alors que c'est pire qu'une exécution. C'est une disparition sociale. Elle marche dans les couloirs comme une ombre. Plus personne ne lui parle. Plus personne ne la voit à Versailles. Vous pouvez mourir vivant. Et vous, vous apprenez à survivre. Vous souriez sans jamais trop rire. Vous parlez sans jamais trop dire. Vous observez sans montrer que vous observez. Vous apprenez l'art de plaire, l'art de flatter, l'art d'exister sans s'exposer. Vous devenez une ombre élégante, dangereuse, prudente. Parce qu'ici, il n'y a qu'une loi. Celui qui ne complote pas est victime de ceux qui complotent. Vous entrez dans un monde où les mots tuent plus que les lames. Un monde où tout se paye, où tout s'échange, où tout peut se retourner contre vous. Et au milieu de ce labyrinthe de mensonges, une question vous hante. Qui parle derrière votre dos, en ce moment même?
Vous vivez désormais dans un monde où rien n'est innocent. Un regard trop long, une absence non justifiée, un salut oublié, un mot déplacé. Tout peut devenir une arme contre vous. Versailles est magnifique, mais c'est une prison sans barreaux. Vous êtes libre de marcher, de parler, de sourire, mais chacun de vos gestes est observé, évalué, catalogué. Et le pire, c'est que tout le monde le sait. Chaque matin, lorsque vous entrez dans la galerie des glaces, vous sentez les yeux se tourner vers vous. Les miroirs ne renvoient pas seulement votre reflet, ils reflètent vos erreurs, vos hésitations, vos alliances. Car ici, une alliance peut devenir une trahison du jour au lendemain. Vous vous tenez à côté d'un duc trop ambitieux, on dira que vous complotez. Vous discutez avec une dame en disgrâce, on dira que vous partagez son poison. Vous riez avec un ministre tombé en suspicion, on dira que vous préparez votre chute. À Versailles, ce que vous faites compte moins que ce que les autres décident de voir. Les espions sont partout. Il y a ceux qu'on voit, en livrée, portant la marque du roi. Ceux qui écrivent des rapports, qui notent les absences, qui observent les attitudes. Vous les voyez dans les couloirs, immobiles comme des statues, mais leurs oreilles travaillent continuellement. Et puis, il y a ceux qu'on ne voit pas, les domestiques qui servent le vin, les coiffeurs qui arrangent les perruques, les musiciens qui jouent pendant les soupers, même les enfants de la cour ont des oreilles grandes ouvertes. Tout se rapporte au roi. Chaque nuit, chaque matin, des messages lui parviennent, signés ou anonymes. On dit que Louis XIV reçoit des centaines de lettres de dénonciation. Certaines sont ridicules, certaines sont inventées, certaines sont vraies, mais peu importe. Ce qui compte, c'est le soupçon. Car quand le roi soupçonne, le destin change. Vous prenez conscience d'une règle brutale. Il vaut mieux être accusateur que accusé. Vous avez vu des courtisans commettre des crimes monstrueux avec un sourire parfait. Vous en avez vu d'autres tomber simplement parce qu'ils n'avaient pas d'alliés. Et c'est là que vous réalisez une vérité fondamentale de Versailles. La loyauté n'existe pas. La fidélité n'existe pas. L'amitié n'existe pas. Il n'y a que des intérêts. Les hommes les plus puissants se ruinent pour un billet doux intercepté, une lettre perdue, un secret volé. Les dames les plus respectées disparaissent parce qu'une rivale a payé une servante pour mentir. Personne n'est au-dessus du soupçon, sauf le roi. Un jour, vous entendez une rumeur circuler dans les salons. Un ministre, aimé du peuple, admiré du roi, respecté de tout Versailles, serait tombé en disgrâce. On raconte qu'il aurait voulu défier l'autorité du monarque, qu'il aurait bâti un palais trop somptueux, qu'il aurait voulu briller plus que le soleil. Son nom, Nicolas Fouquet. Un homme immense, un génie de l'administration, de la finance, des arts. Il avait tout, la richesse, le pouvoir, les amis. Et pourtant, tout a basculé en une journée. Vous entendez l'histoire comme un avertissement gravé dans la pierre. Lors d'une fête grandiose donnée en l'honneur du roi, Fouquet a voulu montrer sa puissance. Il a offert au monarque un spectacle digne des dieux, trop somptueux, trop éclatant. Le roi n'a pas oublié. Et à la fin du banquet, Fouquet a été arrêté. Son crime n'était pas une trahison. Son crime n'était pas un complot. Son crime était d'avoir trop brillé. À Versailles, personne ne doit faire de l'ombre au roi. Vous repensez à cela en silence. Vous comprenez. Même les plus grands tombent. Les ministres puissants, les généraux victorieux, les dames influentes, les favoris adorés. Parfois rapidement, parfois lentement, mais toujours brutalement. Un matin, un courtisan disparaît. Ce n'est pas un scandale. C'est une anesthésie silencieuse. Son nom n'est plus prononcé. Ses alliances se dissolvent. Ses amis deviennent étrangers. On efface ses traces comme s'il n'avait jamais existé. Un jour encore, on l'a vu jouer au jeu de paume. Le lendemain, il était dans une geôle, ou enfermé dans sa propriété, ou exilé à des kilomètres. À Versailles, la mort sociale est plus cruelle que la mort réelle. Vous apprenez alors la règle d'or. Pour survivre, il faut se montrer, mais jamais trop. Vous devez être présent, mais pas trop visible. Brillant,
mais pas trop éclatant. Loyal, mais jamais trop proche de quelqu'un qui monte trop vite. Vous vivez dans un équilibre terrifiant. Un faux pas, et tout s'effondre. Vous regardez les fêtes, les bals, les musiques, les rires, et vous savez que derrière chaque sourire se cache un calcul. Derrière chaque amitié, une stratégie. Derrière chaque secret, une menace. C'est un monde magnifique, mais cruel. Splendide, mais infernal. Un théâtre où l'on peut jouer toute sa vie et mourir à la fin d'un mot. Un soir, au détour d'un couloir, vous croisez un homme pâle, les vêtements anciens, les yeux perdus. Vous ne le reconnaissez pas. Personne ne le regarde. Vous demandez qui c'est. On vous répond « Lui, c'était quelqu'un autrefois ». Et vous comprenez que c'est cela, la vraie peur de Versailles. Être oublié, effacé, comme si vous n'aviez jamais existé. À Versailles, on ne vit pas pour le plaisir. On vit pour tenir debout sous la lumière du roi. Et la lumière du roi brûle plus qu'elle n'éclaire. Vous avez vécu des années sous le règne du soleil. Vous avez appris les règles, les mensonges, les masques. Vous avez survécu à la lumière aveuglante, à la compétition permanente, à l'obéissance absolue. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé à Versailles. Le roi soleil vieillit. Et lorsque le soleil vieillit, tout le royaume se met à trembler. Un matin d'automne, vous sentez que l'air a changé. Les jardins, autrefois bruissants de musique, semblent silencieux. Les saluts sont plus courts, les conversations plus discrètes. Les rires ont disparu. Louis XIV ne danse plus. Il ne marche presque plus. Il ne chasse plus. Les courtisans chuchotent dans les couloirs, mais personne n'ose prononcer les mots interdits. Le roi va mourir. Parce que dans votre esprit, Louis XIV n'est pas un homme. Il est la France. Il est l'ordre. Il est la lumière. Alors quand la lumière vacille, tout vacille avec elle. Vous le voyez rarement, le roi. Quand il apparaît, porté par des valets, pâle, amaigri, le visage creusé par la douleur, vous sentez une panique primitive vous envahir. Sans lui, que deviendra Versailles? Sans lui, qui contrôlerait ces milliers de nobles affamés de pouvoir? La cour qui autrefois dansait se fige dans une attente terrible. Chaque jour, on scrute les infirmeries du château. On chasse les médecins du regard. Les prières s'intensifient. Mais vous le savez, aucune prière ne peut arrêter le temps. Louis XIV a enterré sa famille, ses amis, ses ministres, même ses héritiers. Un à un, ils sont tombés avant lui. Il a vu mourir ceux qu'il aimait, ceux qu'il détestait, ceux qu'il craignait. Le palais du soleil est devenu un mausolée de souvenirs. Un soir, on annonce que le roi ne peut plus être transporté. On le laisse dans sa chambre, souffrant, le corps rongé par la gangrène. Vous n'êtes pas invité à entrer. Personne ne l'est, sauf les médecins, quelques prêtres et un cercle restreint de fidèles. On raconte qu'il souffre sans crier, que sa voix est faible, que son regard est toujours celui d'un roi, même au bord de la mort. Dans les couloirs, les courtisans veillent. Certains prient réellement, d'autres attendent, parce que la mort du roi, c'est une possibilité, celle de remonter, de chuter ou de disparaître. Le pouvoir va changer de main, et celui qui saura se placer au bon endroit, au bon moment, survivra. La nuit suivante, les cloches sonnent, longues, lentes, funèbres. Vous n'avez pas besoin que l'on vous parle. Vous savez, le roi Soleil est mort. Louis XIV, le plus long règne d'Europe. Un homme qui a façonné le royaume comme une œuvre d'art. Un roi qui a exigé tout, donné peu, contrôlé tout. Vous êtes figé, comme le reste du château. Pendant un instant, il n'y a plus de conspiration, plus de calcul. Il n'y a que du silence. Puis, soudain, tout reprend. On dirait que le château lui-même reprend vie. Les courtisans se ruent vers les salons. Les alliances changent en quelques minutes. Ceux qui hier encore étaient en disgrâce se montrent à nouveau. Ceux qui étaient puissants deviennent vulnérables. On murmure déjà des noms, régents, ministres, favoris. Les luttes reprennent, mais différemment. Désormais, on peut désobéir, on peut contester, on peut parler plus fort. Le soleil n'est plus là pour brûler ceux qui s'exposent. Versailles est en train de redevenir un royaume d'hommes, pas un royaume d'ombre. Vous assistez à quelque chose d'étrange. Sans Louis XIV, la cour n'est plus un centre de pouvoir absolu. Elle devient un lieu vide. Les fêtes cessent, les musiciens jouent moins. Les couloirs semblent immenses.
Et pour la première fois de votre vie, vous sentez autre chose que la peur. Vous sentez le vide. Car la mort du roi n'est pas seulement la fin d'un homme, c'est la fin d'un monde. On annonce que le corps sera transporté à la basilique de Saint-Denis. Les funérailles sont somptueuses, mais quelque chose sonne faux. Les courtisans pleurent, mais leurs larmes sont anciennes. Il n'y a plus de passion, plus de loyauté, plus de terreur. Ce n'est pas un roi que l'on enterre. C'est une époque, et vous prenez conscience de quelque chose de troublant. Versailles n'a jamais été construit pour vivre sans Louis XIV. Sans lui, le château n'est plus qu'un décor. Sans lui, les courtisans ne sont plus que des spectres. Vous regardez la galerie des glaces. Les lustres scintillent. Les miroirs renvoient 1000 rayons. Mais il n'y a plus de lumière réelle. La lumière était un homme. Cet homme est mort. Et vous alors, que ferez-vous? Partirez-vous comme beaucoup vers vos terres, vos provinces, vos châteaux oubliés? Resterez-vous dans ces murs vides, espérant une nouvelle splendeur? Ou vous inventerez-vous un autre destin, loin de ce théâtre? Vous avez passé votre vie à plaire, à sourire, à demander permission pour exister. Pour la première fois, vous vous demandez « Et maintenant ?» Ce que Louis XIV laisse derrière lui est immense. Un royaume centralisé, une noblesse apprivoisée, un art brillant, une guerre permanente, une France épuisée, il laisse Versailles, symbole de gloire et de contrôle. Un palais magnifique que l'Europe entière copie. Mais aussi une prison dorée qui a broyé des milliers de vies. L'héritage du roi Soleil est brillant et cruel, et vous en faites partie. Après la mort du roi Soleil, Versailles ne s'éteint pas d'un coup. Il continue de briller, mais d'une lumière étrange, affaiblie, presque spectrale. Vous le remarquez dès le lendemain. On remplace la peur par la politesse, l'obéissance par l'habitude, la discipline par l'ennui. Versailles fonctionne encore, mais comme un corps sans âme. Les courtisans restent par inertie. Ils continuent les rituels, mais les gestes sont automatiques. Les révérences manquent d'ardeur. Les chuchotements manquent d'urgence. Vous découvrez ce que personne n'aurait osé croire. Sans Louis XIV, Versailles n'a plus de raison d'exister. Les artistes qui autrefois se battaient pour être proches du roi perdent leur protecteur. Les musiciens jouent, mais leurs notes résonnent dans une salle trop grande, trop vide. Les poètes écrivent, mais il n'y a plus de lecteur unique à séduire. Les nobles, eux, sentent la liberté revenir. Ils quittent peu à peu le château pour retourner sur leurs terres. Certains vendent même leurs appartements, autrefois convoités comme des trésors. Il est fascinant d'observer cela. En quelques semaines, le centre du monde se vide. Versailles n'est plus le soleil. Ce ne sont que des murs, magnifiques mais inutiles. Pourtant, l'héritage de Louis XIV ne disparaît pas. Il s'inscrit dans la pierre, dans les jardins, dans la mémoire collective. Vous le voyez partout, dans la symétrie parfaite des allées, dans la puissance glaciale de la galerie des glaces, dans les visages même des serviteurs, qui continuent d'agir comme si le roi les observait encore. Le roi Soleil est mort, mais son ombre est immense. On raconte que même les jeunes princes, élevés loin de lui, l'évoquent avec une crainte superstitieuse. S'il revient, s'il nous voit, parce qu'un homme qui a régné plus de 70 ans ne disparaît pas. Il devient un mythe. Et les mythes gouvernent plus longtemps que les rois. Vous quittez le château un matin d'hiver. Les jardins sont gelés. Le grand canal est recouvert d'une fine surface blanche. En passant la grille, vous sentez quelque chose que vous n'aviez pas ressenti depuis des années. Le silence intérieur. Plus d'ordre, plus de règles absurdes, plus de courses aux privilèges, plus de peur. Vous respirez enfin. Mais la liberté a un goût étrange. Vous ne savez pas quoi en faire. Pendant des années, on vous a dit comment marcher, parler, penser. Maintenant que plus personne ne vous regarde, que reste-t-il de vous? L'héritage de Louis XIV est double. Glorieux pour la France, terrible pour ses habitants. Il a transformé un royaume en puissance mondiale. Il a imposé le français comme langue de l'Europe. Il a fait de Versailles une arme diplomatique, un théâtre politique, une merveille artistique. Mais derrière la gloire, il laisse des guerres interminables, un pays ruiné, un peuple épuisé d'impôts, une noblesse domestiquée et une cour où chacun a appris à mentir pour survivre. Louis XIV a laissé une France magnifique, mais fracturée, une France rayonnante, mais affamée, une France puissante, mais fragile,
Vous le savez, même si personne ne l'avoue, Versailles a coûté plus que de l'or. Il a coûté des vies. Les années passent. Le temps fait son œuvre. Louis XV essaye de restaurer la splendeur. Louis XVI tente de donner un sens aux ruines d'un monde trop lourd. Versailles change, se fatigue, se craquelle. Et un jour, longtemps après votre départ, un grondement nouveau secoue la France. Le peuple se lève, la monarchie vacille. Les portes de Versailles s'ouvriront à ceux qui n'avaient jamais eu le droit d'entrer. Ce jour-là, les dorures deviendront des symboles de colère. Les miroirs ne renverront plus des balles et des musiques, mais des cris et des poings levés. Le château qui a écrasé la France sous sa grandeur deviendra un trophée du peuple. C'est ainsi que meurt définitivement le monde du soleil. Et pourtant, même dans la tourmente, on ne détruit pas Versailles, parce que les hommes ont peur de son silence, peur de son pouvoir, peur de ce qu'il représente. Versailles est devenu plus qu'un palais. Il est devenu une idée, une mémoire, une légende. Et vous, qui l'avez connu vivant, pilier d'un royaume, prison d'une noblesse, théâtre de toutes les ambitions, vous comprenez mieux que personne ce qu'il laisse derrière lui. Un avertissement. Là où la lumière est trop forte, tout finit par brûler. Un jour, vous reviendrez peut-être, marchant dans les jardins redevenus calmes, écoutant le vent glisser sur les statues. Vous verrez les mêmes dorures, les mêmes plafonds peints, les mêmes miroirs. Mais vous saurez qu'il manque l'essentiel, le regard qui faisait trembler tout cela. Versailles existe encore, mais le roi Soleil n'est plus derrière les murs. Et sans le soleil, le palais n'est plus qu'un crépuscule magnifique. Vous quittez Versailles avec une étrange sensation. Ce lieu que tout le monde croit connaître n'est pas seulement un château doré, un décor de carte postale ou un musée figé dans le temps. C'est un monde à part, où les hommes ont volontairement abandonné leur liberté en échange d'un peu de lumière. Un monde où l'on se battait moins avec des armes qu'avec des sourires, des mensonges, des révérences. Un monde où un seul homme avait le pouvoir de faire vivre, ou de briser des milliers d'existences. Vous avez vu la richesse, la musique, les fêtes, les jardins infinis, les plafonds qui racontent la gloire des rois. Mais vous avez aussi senti les odeurs cachées, la peur silencieuse, les corps étouffés dans des vêtements qui coupent la respiration, les visages qui tremblent lorsqu'un regard royal se pose sur eux. La cour n'était pas un paradis, c'était une cage de cristal. Et derrière les dorures, il n'y avait que des hommes qui n'avaient plus le droit d'être eux-mêmes. Versailles était un théâtre. Le roi en était à la fois le metteur en scène, l'acteur principal et le spectateur absolu. Chacun jouait un rôle, chacun surveillait l'autre, chacun vivait dans la peur de tomber. Car à la cour, on monte vite, mais on chute encore plus vite. Vous savez maintenant que ce n'est pas l'or qui faisait trembler les nobles, ni les armées, ni les guerres, mais quelque chose de plus simple, le silence, un froncement de sourcils, un geste de la main, un privilège donné ou retiré. Louis XIV a fait de Versailles un soleil, et tout le royaume a tourné autour de lui, mais même un soleil finit par s'éteindre. Le château continue d'exister, mais le monde qu'il a créé n'est plus. Les musiques se sont tues, les intrigues se sont effacées, les courtisans ont cessé de chuchoter dans les couloirs, il ne reste que les murs et les ombres. Lorsque vous repensez à Versailles, vous vous souvenez des rires, des bals, des promenades, mais aussi des larmes silencieuses, des destins brisés, de cette gigantesque machine où chacun sacrifiait sa vie pour une place à quelques mètres du roi. Versailles était beau, Versailles était cruel. Versailles était Louis XIV, et Louis XIV ne reviendra plus. Si cette plongée dans le palais du roi Soleil vous a plu, asseyez-vous un instant, laissez le feu crépiter et imaginez les pas des courtisans résonner encore dans la galerie des glaces. Et si vous souhaitez continuer à voyager dans l'histoire, dans ses grandeurs, ses horreurs, ses secrets, n'hésitez pas à rejoindre l'aventure, un abonnement, un like, un commentaire, ce n'est presque rien. Mais ici, cela change tout. Cela permet à cette chaîne de survivre comme un flambeau que vous transmettez à d'autres curieux, d'autres rêveurs, d'autres voyageurs du temps. Merci d'avoir écouté, merci d'être resté jusqu'au bout. Merci d'être là, à très bientôt pour une nouvelle nuit d'histoire. Et peut-être un nouveau monde à explorer.